Bonjour tout le monde et bienvenue sur ODC TV. Aujourd'hui, nous allons aborder la récente actualité relative à la riposte de l'Iran contre Israël, une attaque balistique qui fait partie des plus grandes attaques balistiques de l'histoire, c'est-à-dire mis à part les attaques russes en Ukraine, mais on parle quand même de 180 missiles balistiques, dont certains hypersoniques qui ont, pour leur majorité, atteint leur cible en Israël. Et malgré le démenti de la propagande israélienne, on peut constater à travers les vidéos l'efficacité redoutable des missiles balistiques iraniens. Puis par la suite, on va discuter également des courants politiques qui traversent l'Iran, les contradictions internes propres à ce système politique, souvent méconnu et caricaturé par les médias mainstream, pour enfin parler de l'impact ou de la projection de ces contradictions internes sur la géopolitique iranienne dans la région, notamment vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, de la question du Liban et de la question des Houthis. Alors pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités et amis, Youssef Hindi qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter. Je rappelle que Youssef Hindi est expert en géopolitique et spécialiste de l'histoire du messianisme juif. Son dernier ouvrage est Comprendre le conflit israélo-palestinien, publié chez Contre-Culture, que vous pouvez commander sur le site Contre-Culture. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Aïssa, qui est présentateur sur ERFM dans l'émission Axe de la Résistance, qui est également expert dans les questions du Proche et du Moyen-Orient, chercheur dans ce domaine-là et expert, et qui a vécu longtemps dans la région, autant en Iran qu'en Syrie, qu'au Liban. Et je rappelle également qu'il dirige un canal Telegram qui porte le même nom, Axe de la Résistance, et je vous invite à vous y abonner, mais de même pour le canal Telegram de Youssef Indy. Alors pour commencer, Youssef Indy, il y a différentes versions qui ont circulé par rapport à la riposte iranienne. D'un côté, on a ceux qui disent qu'il s'agit d'une riposte théâtrale, de feux d'artifice, puisqu'au final, il y a eu 2 blessés et un mort, un Palestinien, pour 180 missiles balistiques. D'autres disent, par exemple comme Alexandre Dogin, que l'une des vertus de cette riposte iranienne, c'est que la fenêtre d'Overstone s'est déplacée. C'est que l'Iran a confirmé à nouveau que Israël n'est pas un territoire sanctuarisé et qu'on peut l'attaquer sans être immédiatement foudroyé. Donc tout ce mythe qui gravitait autour de l'Iran, c'est un peu d'Israël, c'est un peu dissipé. Et enfin, d'autres disent que mettent en avant le fait que l'Iran a démontré qu'elle possède des missiles balistiques capables d'atteindre le territoire iranien et que si demain l'Iran possède l'arme nucléaire, eh ben, il a techniquement et militairement les moyens de faire disparaître Israël en mettant une ogive nucléaire à la place d'une charge explosive au niveau de n'importe lequel des missiles utilisés par l'Iran. Alors que penses-tu de tout cela? Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que on en avait parlé au mois d'avril dernier, après la réponse iranienne à l'assassinat de hauts dignitaires iraniens au consulat d'Iran à Damas. Euh, L'Iran a brisé, on va dire, brisé un tabou. Ça, on en avait parlé. Et c'était des frappes. Bon, les Iraniens avaient prévenu, ils ont envoyé des drones, etc., etc. Ça a fait des dégâts matériels puisqu'ils ont frappé des objectifs militaires et des bases, notamment une base du renseignement. Je crois qu'il y a eu 2 bases ou 3 bases qui ont été frappées. Et donc à partir de là, effectivement, l'idée que Israël est un territoire sanctuarisé qu'on ne peut pas toucher, malgré le fait que les Israéliens ont l'arme atomique. Ils ont, je crois, 200 têtes nucléaires. Aujourd'hui, la réponse iranienne a été beaucoup plus violente. Apparemment, les Iraniens n'ont pas prévenu. Et une fois de plus, alors la première fois, ils avaient saturé le dôme de fer en envoyant des drones pour laisser passer les missiles. Mais là, ils n'ont pas procédé de la même façon. Ils ont envoyé des missiles balistiques qui sont, alors on l'a constaté, qui sont passés en grande partie. Quelques-uns ont été interceptés visiblement, mais d'après les images qu'on a, on voit bien que les missiles balistiques sont passés sans difficulté, comme dans du beurre. Sans parler effectivement des missiles hypersoniques, en leur envoyant sur les vidéos la différence de vitesse entre les missiles balistiques et les missiles hypersoniques. L'autre chose,
Et c'est ça qui est curieux, c'est que les sionistes ou les défenseurs d'Israël disent mais il y a pas de mort parmi les civils, donc c'était théâtral. En fait, les Occidentaux ont intégré le fait que la guerre, c'est tuer des civils. Mais ce qu'ont fait les Iraniens, c'est viser des objectifs militaires. Bon, et en fait, on voit là la différence. Pareil du côté russe. Bon, il y a eu beaucoup de morts civiles en Ukraine, mais beaucoup, en pourcentage, c'est très faible. Le nombre de morts civiles en Ukraine, on va dire, c'est pas volontaire. Les Russes n'ont pas visé des civils. Et en fait, on a d'un côté des puissances étatiques terrestres qui sont dans un mode traditionnel de guerre, c'est-à-dire la guerre, c'est la confrontation de deux États et de deux armées et qui vise à détruire ou à affaiblir l'armée adverse, alors que les puissances, on va dire, thalassocratiques, vétérotestamentaires et inégalitaires, comme Israël et les Anglo-Américains, et leurs alliés, visent les civils. Donc disons que ce sont deux philosophies de la guerre qui sont totalement différentes. Donc, pour résumer, les frappes iraniennes ont démontré, ont confirmé plutôt ce qui a été mis en évidence, montré en avril dernier, à savoir que Israël n'est plus un État intouchable. Cela démontre que le rapport de force géopolitique dans la région et dans le monde a basculé. En fait, Israël ne fait pas peur à l'Iran, mais plus que cela, les États-Unis ne font pas peur à l'Iran. Parce que la puissance militaire israélienne n'est rien sans le soutien américain. Et Israël ne pourrait même pas continuer son massacre et sa guerre contre le Hamas à Gaza sans les munitions envoyées par les Américains. Donc je laisse maintenant la parole à Aïssa. Alors, Aïssa, je vais reformuler, si tu permets, la même question. Parce que vu que je dois jouer le rôle de l'avocat du diable, comme on s'était mis d'accord, donc pour éviter tout lynchage sur Internet, je fais ça par devoir, pour porter là un peu la contradiction. Alors, certains analystes disent que on a été un peu trop injuste avec le dôme de fer, vu que le dôme de fer n'a pas été pensé pour stopper des missiles balistiques, mais il a été pensé pour stopper des roquettes, des tirs de mortier, et que pour stopper les missiles balistiques, il y a d'autres systèmes, comme je crois que ça s'appelle la lance de David ou un truc comme ça, avec des missiles américains et d'autres israéliens, et que les missiles qu'on a vus tomber, au fait, ont été, comment dire, Israël a autorisé que ces missiles passent parce qu'il y a tout un système d'intelligence artificielle qui permet de détecter la trajectoire des missiles. Et si un missile ne va pas toucher une cible stratégique et qui va tomber dans le désert, eh ben, le système ne va pas gaspiller un missile antimissile de 150 000 dollars pour arrêter un missile qui va tomber dans le désert. Et donc, tous les missiles qui sont tombés, au fait, ont été autorisés à tomber pour ne pas gaspiller des munitions inutilement. Tandis que les missiles qui allaient vers une cible stratégique ont été systématiquement abattus. Là, c'est la rhétorique israélienne que je mets en avant et que je vous soumets. Le deuxième élément pour Aïssa, Gus Findi dit que Israël n'a pas peur de l'Iran et que l'Iran n'a pas peur d'Israël et n'a pas peur des États-Unis. Mais certains diront, on voit bien que l'Iran fait tout pour calmer le jeu et que même la riposte est mesurée, qu'elle ne veut pas d'escalade et qu'à chaque fois, elle est dans la demi-mesure et dans l'empêchement de réagir de manière vigoureuse par rapport à une logique d'escalade permanente menée par Israël. L'Iran n'a-t-elle pas quand même peur d'une guerre totale contre l'axe israélo-américain? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Déjà, merci pour l'invitation. En ce qui concerne la première question, je pense que ce n'est pas les analystes qui sont en train de mettre en avant le rôle du projet balistique iranien qui sont injustes envers le dôme de fer. C'est plutôt ceux qui nous l'ont présenté pendant des années comme un système qui était totalement infranchissable, puisque je rappelle que non seulement on fait face là à la pointe technologique, on est quand même, Youssef l'a rappelé, face à une petite puissance régionale, normalement, un pays de 8-9 millions d'habitants, peut-être un peu plus, en tout cas 8-9 millions de juifs, et qui en fait ne peut mener cette guerre que parce qu'elle est sous perfusion continuelle et perpétuelle des États-Unis d'Amérique depuis 75 ans. Et on a bien affaire à ce qui nous est présenté comme étant le meilleur
système de défense aérienne au monde et en plus qui est déployé de la manière la plus intense au monde. Nulle part ailleurs, vous aurez une protection aérienne comme celle que l'on peut trouver dans les territoires occupés palestiniens. Donc, si vous voulez, c'est bien un bouleversement sur le plan des connaissances du conflit et du rapport de force qui s'est produit là. Déjà au mois d'avril, c'était une chose, mais au mois d'avril, c'était quelques missiles qui ont été envoyés. C'était surtout des drones qui étaient là pour saturer l'espace, les défenses aériennes. Là, aujourd'hui, on a vu que même sans ces drones, heu des missiles hypersoniques qui arrivent avec des vitesses Mach 13, Mach 15, sont largement capables de transpercer ces défenses antiaériennes. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, en ce qui concerne le fait de dire qu'Israël aurait laissé par souci d'économie, passer ces missiles, déjà je n'y crois pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça a un impact extrêmement négatif sur, l'idéologie d'immigration ou d'émigration des juifs vers ce pays entre guillemets «artificiel». Lorsque, Netanyahou va, de partout dans le monde prêcher le fait que les juifs sont de partout victimes d'antisémitisme et que le seul paradis qui est capable de les accueillir et de les protéger sur terre, c'est, l'entité sioniste. Vous comprenez bien, quand on voit les impacts de missiles qu'on a vus, qui sont diffusés sur tous les réseaux sociaux, ça met à mal le projet. L'immigration, juive vers, l'entité sioniste a largement chuté depuis le 7 octobre et elle va continuer de chuter avec des attaques de ce genre. Donc, je ne crois pas qu'Israël ait un intérêt à laisser passer ces missiles balistiques, surtout quand ils arrivent dans des zones dans lesquelles il y a quand même des routes qui ont été frappées. Il y a des voitures qui auraient pu se trouver là. On a la banlieue nord de Tel Aviv qui a été frappée, notamment à 500 mètres du siège du Mossad. Les impacts sont là. Aujourd'hui, on a localisé, on a le journal Le Monde qui a localisé les impacts. Donc non, c'est impossible de laisser passer des missiles balistiques dans ce genre de zone. Enfin, il ne faut pas minimiser les mensonges de la propagande israélienne, parce que j'ai vu que dans les premières heures, ils avaient parlé de 3 impacts qui auraient frappé la base Nevatim, qui est une base aérienne qui se trouve dans le sud, vers la ville de Beersheba. Et les images satellites, enfin en tout cas, moi j'ai vu les images satellites, j'ai vu au moins une dizaine ou une quinzaine d'impacts, donc on est largement au-delà. Et il y a des sources qui, après avoir fait des analyses très, très, détaillées, même si je ne les ai pas lues en détail, hein, je vais pas non plus mentir, mais Mmh. eux, ils parlent de 32 impacts, uniquement sur la base de Nevatim. Donc Mais on après, voit bien vous êtes d'accord qu'il s'agit d'une base qui est vide, parce que les États-Unis possèdent un système de détection précoce de décollage de missiles balistiques qui font que tous les F-35 israéliens ont eu le temps de décoller et de voler dans le ciel, le temps de revenir sur d'autres bases. Donc c'est là un peu la dimension symbolique. Et puis le deuxième élément, rapidement, je l'ajoute et je le retire, ce qu'on a pu également observer, juste pour être honnête, c'est que la charge explosive installée sur les missiles balistiques utilisés par l'Iran n'était pas parmi les plus puissantes qu'on ait vues. Je veux dire, c'était pas des charges extrêmement puissantes. Est-ce que c'était voulu ou est-ce une question de maîtrise technologique des charges explosives ou... je pense qu'il y a 2 erreurs dans le postulat de base. Déjà extrêmement puissantes ou pas, c'est-à-dire aujourd'hui les charges qui sont utilisés, par exemple, pour transpercer des bunkers, ou abattre des immeubles dans la bande de Gaza, c'est à peu près 900 kilos de charge explosive. Là, on était peut-être aux alentours de 400, 500. Je veux dire, pour dire, clairement, même le Hezbollah aujourd'hui, à travers les roquettes Bourkan, ils tirent, mais je parle de ça depuis, depuis le mois d'octobre 2023, hein, donc ça a plus d'un an. Ils tapent avec des missiles, enfin en tout cas des roquettes qui ont des charges de 300 kilos. Donc déjà avec ça, on fait des sacrés dégâts. Je peux vous dire quand ça tombe à Et côté ça? d'une Oui. voiture, il reste pas grand-chose. Donc Mmh. mais après, si la question est de dire que oui, si la question est de dire que l'Iran n'a pas utilisé les charges maximales dont il dispose, bien entendu, puisqu'ils ont des missiles qui peuvent aller jusqu'à 1 500 ou 2 000 kilogrammes de charge explosive sur chaque tête. Là, il est évident qu'ils sont dans la retenue, l'Iran. Ils sont dans la retenue. Hem, Après, c'est pareil sur l'histoire du temps qui est mis, enfin, sur le fait que les États-Unis aient le temps de prévenir, que les avions aient le temps de décoller. Bien entendu, on n'est pas sur une attaque là qui est, massive et qui vise à être sur un schéma de ce qu'on peut appeler la guerre totale ou globale. C'est une réponse, qui est symbolique
mais qui, dans le symbole, vient bouleverser les équilibres de dissuasion géostratégique qui ont été mis en place depuis des décennies et des décennies. Il faut comprendre quand même qu'à chaque fois que l'Iran a tapé là, ces dernières années face à ses adversaires, ils ont comment dire, mené des actions qui n'ont jamais été menées dans le passé depuis la Seconde Guerre mondiale. Qu'un État frappe une base américaine à Ain al-Assad en Irak, c'était une première. Des attaques aussi massives de projectiles balistiques sur l'Iran, c'était une première en avril 2024. Et là, Sur c'est Israël, clairement sur Israël. sur l'entité sioniste. Et maintenant, c'est clairement la plus grosse attaque que l'entité ait jamais vécue. On est vraiment, et là, on est plus, on commence à passer du symbolique à quelque chose de très concret. On voit les explosions et tout le monde est terrorisé au sein de la population coloniale. Et cette retenue, juste le deuxième Juste une élément de... précision, avant que tu passes, Oui. il me semble avoir vu une information, mais ça a confirmé que plusieurs F-35 ont été détruits. Et ça, c'est une information qu'il faudrait confirmer. Voilà. Le problème, c'est qu'on peut pas confirmer parce que l'Iran ne possède pas les moyens satellitaires pour avoir des photos nettes, etc. Mais cette retenue de l'Iran, et ça que tu évoques, n'est-elle pas l'expression, alors peut-être pas d'une peur, parce qu'on n'est pas dans l'anthropomorphisme, mais d'une crainte de la part de l'Iran d'entrer dans une guerre dont elle n'a peut-être pas les moyens, en tout cas à laquelle elle n'a pas forcément intérêt. Bah, en tout cas, peut-être, mais pour quelqu'un qui a peur, j'ai envie de dire, c'est le premier, enfin, en tout cas, dans l'échelle du courage, c'est le premier de la classe dans le monde. C'est ça qu'il faut rappeler, parce qu'il n'y a jamais personne qui a osé tirer des missiles balistiques sur une telle entité. Il n'y a aucune hyperpuissance régionale qui affronte les projets de l'entité sioniste, des Américains et des milices takfiri en même temps. Et il faut aussi mettre en perspective la constance de la puissance iranienne. C'est-à-dire que depuis 1979, la révolution islamique d'Iran, et plus précisément le corps des gardiens, finance, arme, fait des transferts de compétences envers tous les mouvements de résistance et de libération régionaux, qu'on parle du Hamas, du djihad islamique en Palestine, du Hezbollah, du Hajj Charbi et des différents mouvements de la résistance islamique en Irak contre l'occupation américaine. Donc, je veux dire, ce qui caractérise les actions extérieures de l'Iran depuis 45 ans, c'est pas tellement la peur, hein, c'est l'inverse. Il n'y a aucune puissance qui a un tel courage. Maintenant, on peut voir le verre à moitié vide et à moitié plein. Et effectivement, il y a bien une crainte de la part des responsables iraniens d'aller vers une escalade dans ce conflit qui mènerait soit à un conflit régional, mais de grande envergure, c'est-à-dire de type guerre totale, soit vers un conflit mondial dans lequel pourraient s'impliquer la Chine, la Russie. Et il faut bien comprendre que la vision iranienne, à mon avis, est juste. Personne n'a à gagner dans ce conflit. C'est pas de l'économie, c'est pas de la construction, hein, c'est de la destruction, la guerre. Les capacités, à ceux qui croient, par exemple, parmi certains de mes frères chiites ou d'autres qui sont excessivement, on va dire, pour la résistance, dans le sens où ils exagèrent les capacités de la résistance et qui croient que c'est une guerre qui va se gagner en 3 mois si les États-Unis s'impliquent à une puissance maximale. J'aimerais leur rappeler les discours de Saïd Hassan Nasrallah et aussi des commandants du haut commandement iranien, c'est que toute la région va être détruite. L'Iran, les capacités iraniennes vont être détruites parce qu'on a en face la plus grande capacité de nuisance et de destruction au monde, les États-Unis d'Amérique, en tout cas son armée. Et aussi, l'Iran dispose de moyens techniques, technologiques et aussi du courage nécessaire pour aller détruire les bases américaines en Iran, dans la région, excusez-moi, au Moyen-Orient, au Qatar, peut-être en Turquie, en Arabie Saoudite, voilà. Donc, effectivement, l'Iran ne veut pas aller vers cette escalade, mais celui qui est en train d'y aller et qui est en train d'essayer de traîner par la barbe tous les pays de l'OTAN, les puissances occidentales et certains pays arabes, dont l'Arabie Saoudite et la Jordanie, c'est Netanyahou et son establishment. Non, mais tu as raison de rappeler cet élément parce que beaucoup de gens ont une vision très poétique de la guerre qui n'a rien à voir avec ce qu'est la guerre réellement. Parce que souvent, ils la vivent à travers l'écran comme sur un jeu vidéo. Alors que les gens dans la région auront à la vivre directement avec tous les drames et les dégâts et les morts que cela peut Tout à provoquer. fait. Youssef Indy, est-ce que tu Si tu me voudrais permets réagir juste une parenthèse, Oui. si tu me permets juste une parenthèse par rapport à ça, parce que la Je t'en remarque est prie. très bonne. On a vu ça, on a vu le même problème sur le conflit ukrainien. Lorsque Poutine est rentré en Ukraine et a, on va dire, déclenché des ripostes suite à des années et des années on va dire, de répression dans le Donbass, etc., des gens s'imaginaient que l'affaire serait réglée en 48 heures. C'est-à-dire qu'on a un conflit avec, d'un côté, la plus grande alliance militaire au monde, les plus grandes
hyperpuissances d'un point de vue militaire, c'est-à-dire l'OTAN, l'Amérique, l'Europe, etc., qui viennent soutenir un front. De l'autre côté, on a la deuxième puissance considérée, la Russie, et les gens croient que c'est une partie de jeu vidéo, que c'est un film, qu'au bout de 2 heures, ils auront la fin du scénario. Moi, j'aimerais juste dire à ces gens-là: vous vous trompez complètement. On est sur des histoires on est sur des logiques d'années, voire de décennies, quand on rentre dans ce genre de conflit, et de dire, pourquoi là, il y a pas la bombe nucléaire, c'est du cinoche parce qu'il y a pas la bombe nucléaire qui a été utilisée ici ou là. Heu, En fait, revenez, regardez l'histoire des conflits, regardez leur chronologie, leur durée, vous verrez que vous êtes complètement à côté, des réalités historiques. Voilà. Yasmine, est-ce que tu voudrais réagir par rapport aux différents éléments évoqués avant de passer à l'autre volet? Non, non, je pense qu'on peut passer au volet suivant parce que cet aspect militaire, d'autres l'ont abordé, nous l'avons déjà abordé, je pense on peut avancer maintenant. D'accord. Donc on retiendra que il ne s'agit pas de peur de la part de l'Iran, mais de prudence et de calcul très rationnel. Par contre, Yasmine, j'aimerais t'interpeller rapidement par rapport à la question de la rationalité, parce que souvent on présente Israël comme une démocratie occidentale entourée de barbares et donc qui est porteuse d'une rationalité occidentale, face à un Iran théocratique totalement fou, avec des gens qui veulent accélérer le retour du Mahdi. Alors, en réalité, on a davantage, infiniment plus de rationalité au niveau de l'élite iranienne que au niveau de l'élite israélienne. Peux-tu un peu développer cet aspect-là? Oui, oui, alors on a des dirigeants, bon, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler ici parce que faut quand même, tu as C'est pas le même raison. public. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. On a à la tête d'Israël des dirigeants qui invoquent les prophéties d'Ésaïe, je parle de Netanyahou, des dirigeants qui veulent reconstruire le troisième temple, des dirigeants qui veulent c'est pas moi qui le dis, hein, Ehud Barak, ancien ministre de la Défense et Premier ministre israélien, dit: Netanyahou est entouré de ministres messianistes qui veulent déclencher une escalade contre l'Iran pour hâter la venue du Messie. Ah, c'est pas moi qui le dis, ils le disent eux-mêmes. Donc c'est très clair. Maintenant, ce qu'il faut dire, oui, on est face à une entité dirigée par des gens irrationnels, messianistes et des génocidaires, et qui veulent entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran, qui pourrait effectivement déboucher sur une guerre mondiale pour hâter la venue du Messie. Donc là, oui, on a affaire à des fanatiques et des psychopathes. Du côté iranien, alors oui, on dit c'est une théocratie, le régime des mollahs, et cetera. Mais si on regarde en fait, on ne peut pas dire d'un côté, ce sont des gens qui sont prudents dans leur riposte, et dire de l'autre, ce sont des fanatiques religieux qui veulent hâter le retour du Mahdi. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc si c'était vraiment des fanatiques irrationnels, eh bien, ils iraient en fait dans le sens d'Israël, c'est-à-dire du déclenchement d'Armageddon, pour vite, vite hâter la venue de l'Antéchrist, le retour du Mahdi, le retour du Christ, et puis on en finit. Voilà. Mais en réalité, non. On voit que même si c'est une république islamique sur des fondements religieux chiites, musulmans chiites, eh bien, ce sont quand même des gens rationnels. Faut pas oublier, l'Iran, malgré les sanctions, etc., est un pays qui a une industrie automobile, développement technologique, avec un niveau d'éducation extrêmement élevé, des éduqués supérieurs à un pourcentage très élevé, plus de femmes que d'hommes dans les universités, etc., etc. Donc on a affaire effectivement à des gens rationnels, mais on a affaire à l'Iran rationnel, à la Perse rationnelle. C'est pas parce que la Perse est devenue musulmane et chiite avec une révolution islamique que les Perses se sont transformés du jour au lendemain. Il y a des fondamentaux même anthropologiques et culturels qui conditionnent aussi l'attitude politique et géopolitique. Et on voit bien que dans leur stratégie, quand ils répondent très souvent à Israël ou aux Américains, ils ne répondent pas directement, mais utilisent ce qu'on peut appeler des proxys ou leurs alliés. Et on voit bien qu'il y a un double arc au nord et au sud via le Yémen, qui est une sorte de prolongement de la puissance iranienne, qui permet de répondre à ses ennemis sans s'impliquer directement, et donc à ne pas s'exposer à des frappes, une agression directe qui pourrait conduire à une escalade. Donc en fait, on a affaire à des gens qui sont rationnels. Et même du côté de Hezbollah, on voit depuis un an dans les combats qu'ils mènent contre Israël, c'est pas eux qui sont dans l'escalade.
ils sont aussi dans la retenue. Donc en fait, on a d'un côté la seule démocratie du Proche-Orient qui est en fait dirigée par des fanatiques religieux qui veulent hâter la venue du Messie, et de l'autre, on a des organisations islamiques religieuses qui agissent en acteurs rationnels. Voilà. Je sais que c'est peut-être difficile pour les esprits occidentaux de le comprendre, mais c'est ça la réalité, mais la réalité des faits, pas la réalité, pas les discours. Effectivement, souvent les gens oublient que quand on parle de l'Iran, on parle d'une tradition étatique et diplomatique de plus de 25 siècles. Ce n'est pas rien. Alors, Aïssa, avant d'aborder la question du Hezbollah et de la géopolitique régionale, j'aimerais que l'on décrive un peu de manière simple, même si c'est compliqué, la nature du système iranien, afin de mettre en avant le fait qu'il ne s'agit pas d'un bloc monolithique où tout le monde est d'accord autour du guide suprême et qu'il y a des contradictions internes. Alors, quels sont les courants qui traversent l'élite iranienne? Dans quelle mesure sont-ils contradictoires? Et quels sont leurs différents agendas, autant pour l'Iran que pour la région? Bah, déjà, j'aimerais rappeler une chose, puisqu'on parle de théocratie, et malheureusement, l'histoire moderne nous amène des exemples assez décevants de théocratie. Là, Youssef a très bien décrit, disons, le projet théocratique israélien, toutes les nuisances qu'il occasionne dans la région. On peut d'ailleurs juste rajouter entre parenthèses à quel point cette alliance américano-sioniste a été le sponsor et a été génératrice de groupes fanatiques extrêmement nuisibles au peuple de la région comme Daesh, Al-Qaïda et ces choses-là, et à quel point le Hezbollah et l'Iran ont combattu ces groupes extrémistes sur le terrain. Et donc effectivement, c'est assez facile j'ai envie de dire, d'arnaquer les gens en disant: «Bah, écoutez, l'Iran ressemble à peu près à Daesh puisque, leur point commun, c'est l'islam et mettons ça dans le même paquet, puis ça arrivera bien à effrayer la ménagère». Mais il faut rappeler qu'en fait, une des grandes différences entre le projet, j'ai envie de dire al-qaïdiste, daeshiste, voire, wahhabite, hein, qui est structuré dans certains endroits du monde de manière étatique et officiellement reconnue, c'est quand même d'imposer un projet politique par la force, y compris à la majorité. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un peuple qui rejette, tel ou tel projet et auquel on va, tout simplement lui laisser le choix de se faire couper la tête ou d'accepter docilement. Ça, c'est le projet de Daesh, c'est le projet d'Al-Qaïda et de certains États dans la région. Le projet de l'Iran, c'est quand même un référendum dès les premiers jours de la révolution islamique d'Iran pour savoir s'ils veulent ou non d'un projet islamique ou plutôt laïque. Et à 99 la population iranienne a voté pour avoir une constitution islamique. Ça, je parle de 1979. Donc déjà, il n'y a pas cet antagonisme entre démocratie et théocratie tel qu'on peut le connaître dans d'autres exemples. Ensuite, il y a la question du confessionnalisme, puisqu'effectivement, on a un pays ultra majoritairement chiite. Et la question, c'est de savoir si cela nuit aux minorités ou aux autres confessions. On a bien vu que dans des situations de politique interne, les minorités sont surreprésentées, proportionnellement parlant, au Parlement iranien, qu'il s'agisse des juifs iraniens, qu'il s'agisse des juifs ou des musulmans sunnites, tous sont surreprésentés en termes de proportion. Même les Zoroastriens. Oui, tout à fait. Et ensuite, on peut étendre ça pareil sur la politique extérieure à travers la protection des minorités confessionnelles dans la région. Youssef en parlera beaucoup mieux que moi, même si là c'est hors sujet, mais les relations entre l'Azerbaïdjan chiite et l'Iran chiite sont exécrables, puisque l'Iran préfère avoir une alliance avec l'Arménie chrétienne, alors que sur ce dossier-là, les Israéliens arment l'Azerbaïdjan chiite. Si on regarde de manière générale les chrétiens palestiniens, les chrétiens en Syrie, les chrétiens en Irak ont été protégés par l'Iran et ont été victimes, on va dire, de la politique étrangère américano-sioniste. Donc là, sur l'aspect théocratique, il faut bien comprendre qu'il existe sur cette planète, Dieu merci, des gens qui croient en Dieu, qui ont une vision politique de leur religion, mais qui ne se dressent pas contre les autres confessions. C'est-à-dire leur projet, c'est quand même le vivre ensemble, la tolérance, et même au-delà d'aller protéger les démunis et les opprimés dans la région.
Alors Si maintenant, je peux pour ajouter répondre, quelque chose oui, qui va dans ce sens, qui est rigolo et qui nous qui vient pas de nous. J'ai écouté que tu as diffusé, Rachid, une interview de Zineb El Razoui, qui revient de loin, Oui. et qui a déclaré, je cite: Israël est un Daesh qui a réussi». Voilà, je ferme juste la Non, parenthèse mais et puis bravo. Enfin, et, elle n'arrête et, pas de nous étonner. et à ça, on peut ajouter qu'elle a mis une photo d'elle dans la banlieue sud de Beyrouth, où derrière elle, il y avait des slogans d'une milice qui était présente en chiite, une milice islamique chiite qui combattait Daesh en Syrie, parce qu'il y avait marqué Ya Zainab, qui est son prénom. Et elle avait dit: J'ai pu me balader dans les bastions du Hezbollah en mini short là, sans jamais me faire questionner et cetera. Donc ces islamistes-là ne sont absolument pas des terroristes». Donc c'est marrant de dire que celle qu'on avait portée au panthéon de la lutte médiatique antiterroriste en France, s'est retournée contre ses contre ses sponsors d'antan. Oui, alors, ensuite, d'un point de vue un tout petit peu plus concret pour répondre à ta question sur le fonctionnement interne en Iran, on a un système qui s'appelle Wilayat al-Faqih, qui est, on pourrait, traduire, assez simplement par, la gouvernance, du jurisconsulte islamique, qui est donc, présidé à sa tête par ce qu'on appelle un marja, une autorité islamique, une personne, hein, qui est considérée comme, parmi les plus savants du pays, qui est élu par une assemblée d'experts religieux, mais qui eux-mêmes, cette assemblée d'experts, sont élus par le peuple. Donc on a une forme de démocratie indirecte sur l'élection de ce pouvoir religieux. Ce pouvoir religieux a pour but et rôle surtout de donner les directives du pays dans ses grandes compréhensions. Et ensuite, dans l'application, on a un gouvernement qui est là beaucoup plus civil et laïque, j'ai envie de dire, qui est directement euh, élu par le peuple et qui a, pour but et rôle de suivre les directives données par, si vous voulez, ce clergé religieux. Donc c'est ce qu'on appelle le système de Wilayat al-Faqih, et c'est vrai que c'est un système assez unique dans le monde parce qu'on n'est pas dans une forme de dictature théocratique où, parce qu'une chose serait, révélée dans leur compréhension, on l'imposerait à tout le monde. Et en même temps, on n'est pas non plus dans les dérives de la démocratie où j'ai envie de dire si 99% des gens votent qu'il faut aller mener un génocide sur son voisin, eh ben, ça serait permis. Non, il y a quand même des lignes rouges à cette opinion majoritaire populaire si ça ne correspond pas aux grands principes et à l'éthique de l'islam. Donc c'est une forme de garde-fou par rapport à l'exécutif qui est élu directement, avec une logique de pouvoir et de contre-pouvoir, qui d'ailleurs peut donner lieu également à des bras de fer entre le président élu au suffrage universel, en tout cas le président iranien, et le guide suprême. Tout D'ailleurs, on à va fait. en parler, mais rapidement, juste déjà par rapport au courant qui traverse l'élite iranienne. Alors, admettons que tout le monde soit d'accord pour une constitution religieuse depuis le début de la révolution jusqu'à aujourd'hui. Mais peut-être tout le monde n'est pas d'accord de la même manière, qu'il y a des agendas différents pour l'Iran. Alors, quels sont les deux ou trois principaux courants qui traversent? On parle de conservateurs et de réformateurs. On parle également d'un nationalisme iranien qui cherche à s'extraire un petit peu du référentiel musulman chiite et qui voudrait un peu restaurer l'imaginaire de la grandeur de la Perse pré-islamique. Alors, quels sont ces différents courants? Oui, bah alors là, tu en as évoqué trois. Tu as évoqué le nationalisme iranien, le courant un peu conservateur et le réformiste. Alors je dirais que déjà, quand on dit que tout le monde est d'accord, c'est quand même, une simplification, hein, qu'on n'aille pas nous reprocher derrière de tous les gens qui étaient dans des piliers de la monarchie, heu, avant la révolution islamique et qui ont mené des vagues de répression contre les révolutionnaires, il y en avait quand même pas mal. Ces gens-là sont partis, ils ont pris leurs jambes à leur cou, ils sont partis, ils n'ont pas voté, hein, pour la pour la révolution islamique. C'est-à-dire tous les anciens alliés d'Israël et des États-Unis, clairement, ils sont partis, ils ont fui. Donc déjà, ils sont pas représentés dans ce référendum. C'est eux d'ailleurs qui, constituent on peut dire la base populaire la plus importante au sein du nationalisme iranien, mais moi, j'aime pas trop appeler ça le nationalisme. Je préfère appeler ça le chauvinisme parce que j'ai un grand respect pour le nationalisme et le patriotisme qu'on a, à mon avis, trop souvent tendance à opposer on va dire, au champ d'empathie ou à l'émotion religieuse ou aux convictions religieuses. À mon avis, c'est des choses qui ne sont pas antagonistes. Là, à mon avis, on parle de chauvinisme iranien qui est de vraiment faire passer l'intérêt ou plutôt les objectifs de la nation iranienne avant ceux des autres dans la région et de considérer qu'ils sont plus grands que leurs voisins, etc. Donc,
Ça, c'est un courant qui n'existe plus tellement dans l'intérieur de l'Iran, parce que c'est un courant qui a été plutôt, chassé vers l'extérieur et on a encore dans les descendants de la monarchie iranienne qui vivent actuellement aux États-Unis, un courant très fort, d'opposants, dans qui suit ce courant idéologique. Maintenant, si on parle de l'intérieur en Iran, effectivement, il y a un clivage, une ligne de fracture qui est assez, souvent répétée dans les médias, c'est celle des conservateurs et des réformistes. Alors disons que les conservateurs, pour faire simple, c'est un courant politique qui prend à bras-le-corps, si vous voulez, les principes, de la révolution islamique, de ses débuts. Donc déjà un État, clairement, théocratique, hem, très traditionnel sur le plan des mœurs, qui vise pas trop à s'ouvrir vers, ce qu'on peut appeler en Occident la modernité, la libéralisation des mœurs. Et je dirais que, sur le plan interne, on a un peu l'inverse du côté des réformistes, qui veulent un peu s'adapter au monde, rentrer des nouvelles technologies, voilà, des choses comme ça. Après, je trouve que, très honnêtement, les lignes de fracture, en fait, sont pas celles que l'on perçoit en Occident et en France. C'est-à-dire, en fait, lorsque vous regardez, par exemple, le cheikh, Hassan Rouhani, il est présenté comme un réformiste alors il est issu de l'école islamique, profonde, quoi. Donc je trouve qu'en fait, il y a quand même une image qui est dépeinte qui est pas si réelle que ça et qui, à mon avis, s'explique par la réelle ligne de fracture qui est en fait, la disposition d'un de ces 2 courants à être plus enclin à mettre son énergie vers de la démocratie et notamment, excusez-moi, de la diplomatie et notamment un dialogue envers les puissances occidentales. Les réformistes sont beaucoup plus enclins à dialoguer, on l'a vu récemment, à retarder les frappes, militaires, des choses comme ça et à essayer de trouver des terrains d'entente. Que ça soit sur le dossier nucléaire, sur les, conflits militaires et cetera. Ils sont plus enclins à aller vers la diplomatie avec les puissances occidentales, alors que les conservateurs sont plutôt, hem, dans une logique de mettre leur temps et leur énergie au maximum au service du guide de la révolution. C'est-à-dire que dès qu'il dit une chose, entre guillemets, pour eux, les courants politiques doivent se mettre à l'œuvre et appliquer les ordres le plus rapidement possible, sans tenir compte, en tout cas en tenant beaucoup moins compte des logiques externes à l'Iran et des obstacles ou des approbations qu'il pourrait y avoir à l'extérieur. Donc, au fait, le problème, c'est qu'en Occident, quand on entend réformiste iranien, on les prend pour des progressistes ou pour une forme de gauche progressiste iranienne, alors que c'est pas du tout le cas. C'est Alors pour également des faire gens une attachés aux valeurs de la révolution, mais qui ont une différence de méthode, autant au niveau de la diplomatie extérieure qu'au niveau du dialogue interne en Iran. Mais ça demeure des gens attachés aux fondamentaux de la révolution iranienne. Tout à fait et d'ailleurs, j'aimerais, parce que les gens, des fois, il leur faut une petite phrase simple pour comprendre, mais il y aura pas de gay pride, en fait, avec les réformistes, à Téhéran. Ça, il faut que tout le monde le comprenne. C'est dans les rêves de journaux, qui sont dans la presse parisienne ou voilà, mais ça n'existera pas et ce débat D'accord. n'existe pas en Iran. Ça marche. Alors, Youssef Indy, on va essayer d'aller du général au particulier pour aller vers le Hezbollah. Premièrement, sur Internet, il y a beaucoup de thèses qui circulent selon lesquelles l'Iran serait en réalité, par-delà la mascarade, un allié d'Israël et que les deux comploteraient contre le monde sunnite. Et que voilà, les deux sont des ennemis du monde sunnite et qu'un sunnite intelligent est quelqu'un qui comprend cela et doit se méfier autant d'Israël que de l'Iran. Que peut-on dire par rapport à cela? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui découlent de cette lecture-là, notamment par rapport à Hezbollah, par rapport à l'action de l'Iran dans la région, etc. Alors, en fait, c'est une propagande qui vient à la fois d'Israël et des pétromonarchies wahhabites, qui vise en fait à déclencher, et d'ailleurs ils ont réussi pendant un certain nombre d'années, à déclencher ce qu'on pourrait appeler une guerre civile mondiale à l'échelle islamique. آباء الشريعة المحمدية الذين حذروكم بشكل واضح وصريح من خطورة الشيعة في نسخة النظام الإيراني هذه عليكم وعلى شعبكم، إذ قال مجدد الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب عن خطورة أهل البدعة على الدين الإسلامي، فقال: فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده من كلام الرافضة، فأولئك أشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى. ألا ترون خطورة الإيرانيين عليكم من خلال هذا القول؟
فتنهلون بشتم ولعنة على من ينصحكم ويهديكم بينما هو من غير دينكم وأقصد أنا. À l'échelle régionale, dans le Proche-Orient. C'est-à-dire opposer, en tout cas dans l'imaginaire, un axe qui serait sunnite, radical dans le sens de racine, qui serait le véritable sunnisme, qui ne l'est pas. En fait, c'est le wahhabisme qui se fait passer pour le sunnisme, alors que le wahhabisme est une hérésie. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les ulémas du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, contemporains de Mohammed ibn Abdel Wahhab, et ceux qui l'ont... et ceux des générations suivantes, donc il se fait passer pour le véritable islam. Or, ces gens-là, ces wahhabites, ces pétromonarchies wahhabites et leurs mercenaires ont, d'ailleurs, Hassan Nasrallah l'avait dit à l'époque, sur le plan statistique, ont tué plus de sunnites que de chiites. Donc déjà, il y a de la confusion dans la confusion. Si vous prenez l'armée, la composante de l'armée syrienne, elle est majoritairement sunnite, les combattants. Alors on nous dit, oui, la Syrie, alaouite, mais les gens qui combattent sur le terrain, dans l'armée, sont majoritairement sunnites. Et ils ont combattu des gens qui se font passer pour des sunnites, mais en fait qui sont des takfiris, donc des gens qui sont des wahhabites takfiris, c'est-à-dire qui excommunient les musulmans sunnites. Ils arrêtaient des sunnites dans la rue, telle prière, la prière de Maghrib, combien de rak'at, si tu te trompes sur le nombre de rak'at, t'es mort. Donc voilà où on en était. Maintenant, sur le plan géopolitique, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont combattu ces mercenaires takfiris, financés par les pétromonarchies wahhabites, armés par les États-Unis et leurs alliés, armés et soignés par Israël, ont été combattus par l'armée syrienne, par l'Iran, donc l'armée syrienne, l'Iran chiite, le Hezbollah, et bien sûr en soutien à partir de fin novembre 2015, en soutien avec le soutien russe. Voilà. Donc, en fait, on a une propagande massive qui vise à faire croire à beaucoup de musulmans que l'ennemi prioritaire n'est pas Israël, mais les chiites. Mais cette propagande a pour but de détruire des verrous géopolitiques, géostratégiques, qui empêchent l'expansion d'Israël. Raison pour laquelle Israël a soutenu les groupes terroristes, notamment dans le Golan. Ils ont soutenu les terroristes, notamment d'Al-Nosra, qui allaient se faire soigner dans les hôpitaux israéliens, notamment à Safed. On a des images, des vidéos de Netanyahou au chevet de ces terroristes qui étaient soignés et renvoyés en Syrie. Voilà, donc les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on nous dit. Vas-y. Mais malheureusement, ce que je constate, c'est que ça marche au niveau d'une bonne partie des populations arabes, et que de l'autre côté, il y a une quasi-absence de contre-propagande avec la même efficacité. Parce que pour beaucoup de Marocains, parce que je peux parler des gens que je connais, les chiites iraniens ou les chiites tout court ne sont pas des musulmans, c'est des hérétiques, c'est des majous, c'est-à-dire des zoroastriens. C'est des gens qui, quand ils se réveillent le matin avant de prendre le café, se mettent à insulter les compagnons du prophète et les épouses du prophète, puis ils prennent le petit-déj. Donc, c'est un peu l'image qui domine dans l'esprit d'énormément de gens dans le monde arabe, en tout cas au Maghreb et au Maroc. Là-dessus, je pense que Aïssa doit répondre, notamment par rapport à la fatwa émise par le guide suprême iranien par rapport à cette histoire-là des chiites du haut-décimain, donc majoritaires, qui insulteraient les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout à fait. Aïssa, si tu veux réagir par rapport à ça, parce que c'est important de le mettre en avant. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a si vous voulez, le chiisme, que ce soit dans ses croyances ou dans ses populations, c'est comme le sunnisme, c'est traversé par différents courants, etc. Et on a des courants plus extrêmes que d'autres. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en fait, on utilise dans ces milieux de propagande, notamment, vous avez parlé des monarchies du Golfe, les chiites les plus extrémistes, c'est-à-dire dans les paroles, à l'égard des compagnons du prophète,
de la mère des croyants Aïcha, etc., qu'on médiatise énormément dans ces pays du Golfe, alors qu'ils sont pas si représentatifs que ça de la communauté chiite de manière générale. Et surtout, c'est à dessein de nuire à la République islamique d'Iran et au Hezbollah, qui eux sont des vrais adversaires politiques. Or, le guide de la révolution islamique d'Iran, depuis plus de 15 ans maintenant, a émis une fatwa qui est extrêmement claire, qui interdit, qui rend haram, donc illicite, le fait non pas seulement d'insulter les compagnons ou la mère des croyants, mais simplement de leur porter atteinte, en se basant sur les mêmes principes que le verset coranique qui dit « N'insultez pas les divinités des autres religions, en retour, ils insulteraient la vôtre ». Et ça, malheureusement, ce n'est précisé nulle part dans ces campagnes de propagande et de désinformation. En gros, on utilise les Daesh des chiites qui se mettent des coups de sabre. Pareil, lorsqu'on met chiite sur Google, on voit des gens qui se mettent des coups de sabre dans la tête. Ça a été rendu haram et interdit par le guide de la révolution islamique d'Iran. Donc, on a quand même un pays de 80 millions d'habitants derrière. On a le Hezbollah. Et c'est eux, finalement, qui sont visés politiquement à la fin. Donc, ce n'est pas eux qui sont concernés par ce genre de diabolisation, mais c'est bien le procédé qui est utilisé pour tromper les gens et les amener à détester ce courant politique et militaire. Alors moi, j'aimerais quand même réagir sur ce que tu disais. Tu disais, finalement, ça marche. Et parce qu'on a une absence de contre-propagande, et je pense que la remarque est tout à fait juste et pertinente. Il faut comprendre qu'en fait, aujourd'hui, on a la République islamique d'Iran, le corps des gardiens de la Révolution, qui avait, à travers ses extensions régionales, le Hajj Charbi, Hezbollah, etc., est extrêmement performant sur le terrain militaire, puisqu'il arrive à contrecarrer des projets impérialistes de la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, et ce depuis quasiment le début. J'ai envie de dire, la guerre Iran-Irak, les objectifs de l'Iran ont été atteints, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à préserver leur territoire, et l'Irak, qui a été soutenu par les États-Unis, a échoué dans ses objectifs. Si on regarde la libération du sud du Liban, c'est une victoire du camp pro-iranien, les Libanais, Hezbollah, la libération de Gaza, etc. La résistance irakienne face aux États-Unis, pareil, c'est une victoire. Mais sur le plan médiatique, un État, pseudo-État comme le Qatar, qui est l'équivalent même pas d'un département français, a plus de poids sur le plan médiatique et sur l'opinion arabe, voire islamique dans le monde, que l'Iran, qui est une hyperpuissance de 80 millions d'habitants, capable de gagner des guerres face aux États-Unis. Donc, en fait, ça s'explique par plusieurs choses. Premièrement, c'est que les cerveaux les plus, j'ai envie de dire, les plus doués sont utilisés dans le domaine pratico-pratique. Hein. La guerre, ça compte plus que les médias hein, pour une hyperpuissance en Iran. Donc, ils sont utilisés là-dedans. Et ce qui reste dans les médias, c'est ce qui reste, justement. Deuxièmement, ça s'explique par les sanctions internationales. Il faut comprendre, moi, la première fois que je suis allé en Iran, j'allais dire comme un bête, mais je pense que j'ai fait la même erreur que plein de monde. Je suis parti avec peu de liquide et je suis parti avec ma carte bleue. Vous mettez votre carte bleue dans un automate, dans un bancomat là, iranien, il n'y a rien qui sort. C'est un pays qui est sous sanction. Il n'y a pas de transfert possible. Une fois que vous êtes là-bas, il faut trouver quelqu'un qui vous prête de l'argent. C'est fini si vous n'avez pas amené de liquide. Donc tout ça joue énormément parce qu'il y a très peu de relations avec le monde extérieur. Si on ne se déplace pas jusqu'à là-bas. Et en plus, et là j'en suis témoin, dès qu'on se fait le porte-parole de ce genre de pensée, d'idéologie sur des territoires comme les pays arabes, certains pays arabes en tout cas, ou l'Europe ou les États-Unis, on est directement sanctionné. Des chaînes comme Al-Manar, Presse TV, ça dure 3 ans sur les réseaux sociaux, maximum. Et des chaînes comme la mienne sur un canal Telegram, on se fait striker au bout de 2 ans et demi, 3 ans maximum. On ne dépasse jamais les 20 000 abonnés. On doit toujours repartir à zéro. Donc, on n'a jamais la possibilité d'avoir des grandes plateformes YouTube, Facebook, etc., qui font des milliers et des milliers de vues, puisque de toute façon, on nous bloque passer un certain plafond, entre guillemets, qui est la limite acceptable. D'ailleurs, dès qu'un pays opposé à l'hégémonie américaine commence à devenir un peu efficace au niveau de la contre-propagande, il est immédiatement éjecté. On l'a vu avec la Russie en 2022, avec Russia Today, avec Sputnik. Donc on a un système occidental qui est hégémonique, mais qui en même temps est structurellement fragile, qui n'arrive plus à tolérer le moindre contre-discours, la moindre contradiction. Ce qui est davantage la preuve d'une faiblesse et d'une fragilité structurelle que d'une force et d'une certitude dans la vérité que l'on porte. Alors maintenant, allons vers le Hezbollah.
Alors, le 17 novembre 2023, le Hezbollah rentre dans le jeu avec des attaques au niveau du nord des territoires occupés par Israël. Et récemment, on a eu l'assassinat de Saïd Hassan Nasrallah, qui là encore a été lynché dans les médias par les différents trolls sur les réseaux qui se revendiquent du sunnisme et qui se réjouissent de la mort de Hassan Nasrallah, qui peut-être se réjouissent davantage que les Israéliens, c'est ce qui me choque personnellement. Et certains disent que c'est la preuve que l'Iran collabore avec Israël et qu'elle a fait un deal en sacrifiant le Hezbollah sur l'autel du nucléaire iranien, du civil nucléaire iranien, dans une forme de grand deal à venir entre l'Iran d'un côté et Israël et les États-Unis de l'autre. Alors, Yusrindi, peut-être, avant de revenir vers Aïssa. D'accord. Alors, on va répondre à ça de façon rationnelle. Aïssa, lui, il va rentrer dans le détail, expliquer d'où ça vient, même si j'en ai parlé récemment grâce à des informations qu'il m'a transmises et qui m'ont été confirmées par ailleurs. Donc, on nous dit l'Iran, donc qui a un axe, qui a constitué un axe de la résistance. On va même oublier axe de la résistance, on va dire un axe stratégique. Cet axe stratégique, il va de l'Iran jusqu'au Liban, avec Hezbollah. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le sud, via le Yémen, Ansarullah. Et on nous dit, donc en fait, l'Iran abandonne une partie importante de son axe stratégique, c'est-à-dire Hezbollah, pour négocier un accord sur le nucléaire. Accord sur le nucléaire qui avait déjà été négocié à l'époque du président Rouhani et de Barack Obama. Les Américains n'ont pas respecté cet accord sur le nucléaire. Il a été rejeté par Donald Trump lorsqu'il a été élu, suite à une promesse qu'il avait faite à l'AIPAC. Donc, du point de vue iranien, on nous dit les Iraniens lâchent le Hezbollah, une partie importante de leur axe stratégique, en échange d'un accord qui va durer peut-être 1 ou 2 ans, ou le temps d'un mandat, supposons, Kamala Harris, 4 ans. Et au terme de cette période, les Américains reviendront sur leurs promesses comme d'habitude, comme toutes les promesses écrites et orales qu'ils ont trahies, notamment on pense à la Russie, avec l'expansion de l'OTAN. Et donc l'Iran se retrouverait avec une partie de son axe découpée, donc le Liban Sud, avec Hezbollah. Imaginons disparition du Hezbollah, Israël s'étend et reconquiert en fait le Liban Sud jusqu'au Litanie, et c'est reparti. Donc on réarme les groupes terroristes, puis on s'attaque à la Syrie, puisqu'une fois qu'on a terminé avec le Liban, on s'attaque à la Syrie. Et donc l'Iran devra recommencer à zéro, c'est-à-dire combattre de nouveau les groupes terroristes, etc. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, du point de vue des intérêts objectifs de l'Iran, abandonner cet axe stratégique, c'est-à-dire le Liban, puis ensuite la Syrie, imaginons l'Irak, eh bien, la suite logique, après l'affaiblissement de l'Iran, c'est la destruction de l'Iran. C'est la guerre directe contre l'Iran. Or, ça me paraît totalement irrationnel, totalement stupide, comme si tout d'un coup, les dirigeants iraniens seraient devenus des imbéciles agissant contre leurs propres intérêts. Donc, ça me paraît, sans même entrer dans le détail, d'où vient cette intoxication, etc., ça me paraît totalement stupide. Et moi, je pense que les Iraniens ne sont pas stupides. Ils ont peut-être beaucoup de défauts, il y a des conflits internes, etc. Il y a très certainement des gens en Iran qui souhaitent normaliser leurs relations avec les États-Unis et Israël, des gens qui sont naïfs et qui s'imaginent que, comme certains au Liban, j'ai fait un débat il y a quelques jours avec un Libanais chrétien, des gens qui s'imaginent que si le Hezbollah disparaît, eh bien, il s'installera une paix régionale et un vivre ensemble avec Israël. Non, si on regarde l'histoire d'Israël et l'histoire des États-Unis, chaque fois que vous baissez la garde, vous êtes détruit. Voilà, c'est la fameuse phrase de Kissinger, être l'ennemi des États-Unis, c'est dangereux, être son ami, c'est encore plus dangereux. Voilà, donc ça me paraît, sur le plan purement géopolitique, totalement irrationnel et stupide. Et selon moi, ça ne tient pas debout. Maintenant, je laisse la parole à Aïssa.
D'accord. Et ça, alors une petite nuance par rapport à cette même question. Alors, admettons que l'Iran n'ait pas abandonné le Hezbollah, comme certains le disent, mais qu'elle aurait abandonné ou lâché Hassan Nasrallah en tant que figure, parce que il serait trop autonome et par rapport à l'Iran, et qu'ils auraient aimé mettre à la place quelqu'un de plus, disons, soumis ou fiable du point de vue de Téhéran et moins autonome. Alors, que dire par rapport à cette version-là? Alors, il faut comprendre que déjà, il faut parler des relais de cette, disons, campagne de désinformation et de guerre psychologique, puisque déjà, il faut comprendre que cet intox part d'Arabie Saoudite. Je vais y revenir plus tard. Mais il faut aussi comprendre que les rares personnalités qui relayent ça sur le plan français, sont complètement intoxiqués. Alors, je n'irai pas jusqu'à croire qu'ils le font exprès. J'ai l'impression qu'ils sont quand même, clairement avec le Hezbollah, aussi avec Bachar al-Assad, donc je pense pas que leur intention soit mauvaise, mais leur compétence pour décrypter et on va dire, faire le tri entre les intox et les infos est clairement pas au niveau là, par rapport, à la séquence que l'on vit actuellement. Alors déjà, toi, tu as pris justement ces données-là qui sont, mises en avant par ce courant idéologique qui dit c'est déjà un exemple pour montrer à quel point ils n'arrivent pas à décrypter le vrai du faux. Tu as dit, par exemple, tout à l'heure, en reprenant cette thèse, hein, c'est pas tes paroles à toi, que le Hezbollah Mm. était entré en guerre le 17 novembre 2023. C'est complètement faux. Le Hezbollah est entré en guerre contre l'entité sioniste le 8 octobre 2023, c'est-à-dire le lendemain du déluge d'Al-Aqsa. Or, on a tout ce courant idéologique qui vient, qui nous dit voilà, il y a eu ci, il y a eu ça, pendant 1 mois et demi, Hezbollah a demandé à l'Iran de venir le secourir, ils ont pas répondu à l'appel, donc Hezbollah a dû rentrer en guerre. Mais c'est totalement faux. Le 8 octobre, ils étaient en guerre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Sayed Hassan Nasrallah qui le répète dans tous ses discours. أما في جبهتنا اللبنانية نحن لأنه البعض بيقول السيد بده يعلن عن دخول المعركة نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين أول نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين أول بدأت المقاومة الإسلامية في لبنان بعملياتها يعني تاني يوم طوفان الأقصى. Et certains peuvent croire, oui, mais c'était pas une guerre totale, c'était pas une guerre de grande intensité. Non, ce qui a été fait en moins d'un mois, c'est plus que ce qui a été fait sur le front libanais pendant la guerre de 2006. Les gens qui ne s'en rendent pas compte sont dans une autre réalité, ne connaissent pas le terrain, n'ont pas les stats et ne suivent pas les discours du Hezbollah. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense que pour bien décrypter la problématique que tu mets en avant, il faut faire le distinguo entre le pouvoir iranien et des factions politiques et encore plus loin, des personnalités. Aujourd'hui, le pouvoir iranien, c'est-à-dire l'idée qui est globalement au commandement et qui a le pouvoir de trancher en cas de divergence, est loué dans chaque discours par Sayed Hassan Nasrallah à cause de leur soutien, de leur financement, des transferts de compétences, des armes qu'ils font arriver jusqu'au sud du Liban et à Gaza, et sans lequel, sans ce pouvoir iranien, et là c'est encore une fois pas moi qui le dis, mais Sayed Hassan Nasrallah, il ne pourrait pas y avoir ce front, il ne pourrait pas y avoir cet affrontement avec le bloc américano-sioniste dans toute la région, que l'on parle de l'Irak, de la Syrie, du Liban ou de la Palestine. Et du Yémen. Du Yémen, même si la question du Yémen est un petit peu plus complexe parce qu'on n'a pas de véritable preuve d'acheminement d'armes, c'est un petit peu plus complexe, mais effectivement sur le plan transfert de compétences, oui, on a vu qu'il y a des missiles balistiques qui ont été tirés. Il y a 10 ans, le Yémen ne savait pas en produire. Donc il y a des théories qui parlent d'un transfert de compétences russes, d'autres iraniennes. Dans tous les cas, on sait qu'il y a des drones. Enfin, il y a du transfert de compétences de l'Iran jusqu'au Yémen, ça c'est certain. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur le fait qu'en fait, aujourd'hui, on a un pouvoir en Iran qui est clairement avec la résistance. Même les réformistes, qui sont présentés comme les gens les plus diplomates et les moins enclins à soutenir la résistance,
Si je prends des propos de Sayyid Hassan Nasrallah, il a clairement dit que mandat présidentiel après mandat présidentiel en Iran, et peu importe que ça soit un camp réformiste ou conservateur qui ait emporté les élections, le Hezbollah n'a vu que des augmentations du budget et des moyens militaires qui lui sont alloués. Autrement dit, après Khatami est venu Ahmadinejad et on a eu une augmentation des moyens iraniens destinés au Hezbollah. Après Ahmadinejad, on a eu Rouhani et on a eu une augmentation. Ça surprendra beaucoup de monde, mais sous la période de Rouhani, l'Iran a donné plus de moyens au Hezbollah que sous l'époque Ahmadinejad. Et sous la présidence de Raisi, on a eu encore une augmentation. Donc, cette augmentation n'est pas liée à qui prend le pouvoir au sein de la présidence, mais tout simplement parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a un garde-fou, il y a des stratèges en Iran qui sont au-delà de la politique interne et des élections démocratiques. إيران الجمهورية الإسلامية في إيران موقفها راسخ من القضية الفلسطينية، دعمها الدائم والمستمر وبلا حدود، الدعم السياسي والمعنوي والدبلوماسي، وأيضا الدعم المالي والمادي والعسكري. هذا لم يعد أمرا مخفيا، كان يخفى في السنوات الماضية، كان يخفى ويخفى، أما اليوم هذا أمر معروف. إذا كان هناك من قوة للمقاومة في لبنان، إذا كان هناك من قوة للمقاومة في فلسطين، إذا كان هناك من قوة لحركات المقاومة في هذه المنطقة، فبالدرجة الأولى الدعم غير السياسي والمعنوي والذي تتشارك فيه مع سوريا ومع دول أخرى، لكن على مستوى الإمكانيات المادية والعسكرية والمالية هذا أمر معروف. وإذا كان هناك من إنجازات ومن انتصارات ومن حضور ومن قوة ردع موجودة في منطقتنا، فهي ببركة هذا الموقف الشجاع والحاسم والقاطع لقيادة الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران. Maintenant, j'aimerais revenir sur les sources de cet intox, à savoir que l'Iran aurait lâché le Hezbollah, aurait vendu Saïd Hassan Nasrallah, etc. Il est clair, on ne peut pas faire des analyses en se coupant complètement du réel. Aujourd'hui, que ça soit dans le Hamas, que ça soit dans le Hezbollah, j'aime beaucoup la parole de notre ami Adnan Razam qui disait « on est en guerre, on n'est pas dans une soirée en discothèque, il y a des martyrs qui tombent, il y a des tentatives d'infiltration, et il n'y a pas de 10-0 dans la guerre. Si on compare ça avec un match de foot, il y a des erreurs d'un côté et de l'autre, il y a des tentatives d'infiltration, il y a des gens qui payent le prix de leur sang. Ce n'est pas un jeu vidéo et ce n'est pas la télé. Donc effectivement, il y a des très 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 grands succès du renseignement israélien sur le plan de l'infiltration, que ce soit dans l'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran, que ce soit dans la liquidation d'une grande partie du haut commandement militaire et même du haut commandement tout court, à travers Saïd Hassan Nasrallah, il y a eu des infiltrations. Aujourd'hui, on n'a aucune preuve, ni moi, ni qui que ce soit qui est en train d'aborder ces sujets, si ces infiltrations se sont faites d'un point de vue purement technique, technologique, si c'est des traîtres à l'intérieur des camps qui ont donné des noms et des informations. Aujourd'hui, nous n'en savons rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une guerre qui a été menée clairement, officiellement, à partir du mois d'août entre le Hezbollah et Israël, avec ce qu'on appelle l'unité 8200, une unité de renseignement de l'armée israélienne qui a pour but, en tout cas pour mission, de collecter des informations à travers les nouvelles technologies et ce qu'on appelle le renseignement par ondes magnétiques, etc. Si vous voulez, c'est d'utiliser les téléphones, les ondes, les systèmes de télécommunication pour percevoir les informations et les utiliser. Mais il y a un deuxième volet dans leur mission, c'est aussi d'utiliser ces informations pour aller mener des campagnes de recrutement. Si par exemple quelqu'un est corrompu, entre guillemets, sur le plan des mœurs sexuelles, ils vont essayer de le recruter. Vous savez que chez les Palestiniens, par exemple, il y a énormément de chantage sur les quelques homosexuels palestiniens pour les recruter au sein du Mossad. C'est quelque chose de connu et de condamné par des associations des droits de l'homme, etc. Par rapport à la pression qu'ils pourraient subir dans leur société si c'était révélé au grand public, etc. Donc, il y a eu une guerre qui a été menée et en représailles de l'assassinat du numéro 1 de la branche armée du Hezbollah, Fouad Choukar, le Hezbollah
a bombardé à partir du 25 août 2024 l'unité 8200 dans la banlieue de Tel Aviv, justement parce qu'il considérait que c'était un aspect complètement stratégique et qu'il avait conscience de ces infiltrations. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé et d'où vient cette rumeur que l'Iran aurait laissé, aurait donné, entre guillemets, ou vendu Sayed Hassan Nasrallah et d'autres leaders du Hezbollah? Ça part de la chaîne Al Arabiya, qui est une chaîne saoudienne, qui est une chaîne qui a été créée en Angleterre, lancée par le prince Bandar Ben Sultan, qui est très proche de la famille Bush, qui est un chef qui a un moment été chef des renseignements saoudiens. Et donc, on est sur une chaîne qui est totalement tenue par la monarchie saoudienne et par ce clan-là. Bandar Ben Sultan est quelqu'un qui a rencontré à différentes reprises le chef du Mossad, donc les liens sont établis. Et cette chaîne, Al Arabiya, appartient à un groupe qui est basé à Dubai Media Center, aux Émirats Arabes Unis, dans laquelle d'autres chaînes comme I24 se sont installées à partir de l'époque de la normalisation, ça devait être 2021. Et donc, on a une coordination médiatique entre des chaînes comme celle de Patrick Drahi, accessoirement patron de BFM et de I24, justement, des chaînes israéliennes, avec des chaînes comme Al Arabiya. Et depuis le début du conflit en 2023, les activistes palestiniens ont plusieurs fois dénoncé le fait que la chaîne Al Arabiya avait des infos trop tôt, en fait. C'était trop suspect. À des moments, il y avait des bombardements à Gaza, des chefs de la résistance étaient assassinés. On n'avait pas encore déblayé. La résistance elle-même n'avait fait aucune déclaration et ne savait pas qui était la cible. Et la chaîne Al Arabiya disait un tel vient de se faire assassiner, tel chef de la résistance vient de se faire assassiner. Pourquoi? Parce que c'est le Mossad et l'armée israélienne qui leur donnent des informations en l'échange d'une couverture favorable de leur politique extérieure et de leurs agissements militaires dans la région. Donc cette coordination existe et elle est prouvée. Et la chaîne Al Arabiya a recruté un Sayed, c'est-à-dire un religieux chiite avec le turban, il a tout l'accoutrement qu'il faut, qui n'était pas très connu jusqu'à cet été, jusqu'au mois d'août, c'était quelqu'un qui avait une très faible importance, et a commencé à lui donner une tribune, à le mettre dans des grands talk shows sur cette chaîne. Et il a commencé à donner des noms des responsables libanais, notamment de la hiérarchie militaire dans le Hezbollah, en disant tu es menacé, etc., tu vas te faire tuer. Et quelques jours après, il se faisait tuer par l'armée israélienne. Donc déjà, ça lui a donné une crédibilité auprès des gens les plus crédules en disant il est trop fort, le mec, il sait ce qui arrive à l'avance. Mais en fait, il le savait parce qu'il y a cette coordination entre le Mossad et le pouvoir saoudien. Et il a annoncé la mort de Saïd Hassan Nasrallah environ 48 heures ou 24 heures avant que cela n'arrive. Ça a fait le buzz sur les réseaux et ça lui a donné une crédibilité très importante auprès d'une certaine opinion arabe. Et de là, il a commencé à accuser l'Iran d'avoir vendu tous les responsables qui ont été assassinés dans des bombardements israéliens. Donc cette rumeur vient de là, et elle est en définitive une opération de guerre psychologique menée par l'unité 8200 qui est à la base bombardée par le Hezbollah. Donc en fait, quand on se fait le relais de ce genre de désinformation, on est clairement le relais du Mossad dans cette guerre. C'est ce que j'ai l'impression que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. À nouveau, pour faire l'avocat du diable, certains pourront rétorquer le fait que, par exemple, Ismail Haniyeh a été tué au cœur du territoire iranien. Hassan Nasrallah a été tué malgré sa garde rapprochée, le soutien iranien en termes de renseignement financier et militaire. Je ne parle même pas des chercheurs, des ingénieurs dans le domaine nucléaire qui ont été tués au cœur même de l'Iran, à Téhéran et dans d'autres villes. Alors là, il y a deux scénarios, c'est-à-dire soit, selon cette thèse-là, alors soit l'Iran est une passoire pour les renseignements israélo-américains et qui font que les renseignements iraniens sont incompétents, tout simplement incapables de sécuriser le territoire, de faire du contre-espionnage, ou bien il y a ce qu'on pourrait qualifier de partie de l'État profond iranien qui a un agenda, celui de la normalisation avec Israël et les États-Unis, et qui considère que l'Iran traîne depuis trop longtemps des boulets qui la ralentissent et la pénalisent, comme le Hamas et le Hezbollah, et que ce n'est pas des problèmes iraniens, c'est des problèmes d'Arabes et de Sunnites, et que l'Iran doit s'ouvrir à l'économie mondiale, prospérer, se développer. Et que, à travers le relais dans les renseignements iraniens, eh ben, ils auraient fourni les informations nécessaires pour liquider Haniyeh, Hassan Nasrallah, mais également, à l'époque de Trump, pour tuer Soleimani.
qui était, selon cette même thèse-là, qui n'est pas la mienne, un candidat pour les élections iraniennes et qui aurait été le candidat des conservateurs contre lesquels ces libéraux iraniens, on va les appeler comme ça, luttent en interne. Il y a eu quand même une cohérence globale dans cette lecture-là. Il y a une cohérence globale, c'est vrai, mais il y a des réalités de terrain qui les contredisent, en fait. Ça, c'est une première chose. Et ça, et ça écarte, parce que tu as dit, il y a deux possibilités, celle de la passoire des renseignements et celle de l'état profond. Mais en fait, on écarte une troisième possibilité qui soit tout simplement qu'on ait des traîtres, qui ne soient pas des courants de manière générale, qui ne soient pas des partis politiques. Et surtout, en fait, dans cette troisième possibilité, ce n'est pas le pouvoir iranien qui est en train de vendre, c'est des agents traîtres, c'est des agents corrompus ou des gens Il y en qui a ont des... beaucoup alors. Ah ben oui, mais quand on a... Ça, je suis d'accord. Quand on a la CIA, le Pardon, Mossad... si tu permets ça, s'il y a des traîtres, c'est qu'il y a une défaillance au niveau du contre-espionnage, Bien sûr qui qu'il y a une n'a pas défaillance. pu identifier, et arrêter Bien ces traîtres sûr, avant qu'ils ne passent à l'acte. bien sûr qu'il y a une défaillance. Et je vais essayer de développer un tout petit peu, mais Mhm. quand on mène une guerre de l'ampleur, avec toutes les implications, comme celle qu'est en train de mener l'Iran contre l'axe américano-sioniste, il faut vous attendre nécessairement à des infiltrations, des tentatives de corruption de ce genre. Et on a vu que même en Russie, qui dispose de moyens largement supérieurs à la République islamique d'Iran, on a eu des assassinats comme ceux de Daria Dugin, etc. Et je ne pense pas que ça veuille dire que Poutine est en train de faire du théâtre sur le conflit ukrainien. Il est bien en train de mener la guerre contre l'OTAN. Hein. Mais tout simplement, on est dans une guerre, il y a des martyrs qui tombent, c'est la logique des choses. Après, oui, tous les systèmes de renseignement ne se valent pas et tous ne disposent pas des mêmes moyens, on est bien d'accord. Moi, ce que je dis simplement, c'est que sur la thèse de la passoire, il faut comprendre qu'effectivement, il y a des agents traîtres et on n'a pas attendu ni les théories là, relayées dans certains milieux actuellement et ni ce monsieur de la chaîne Al Arabiya. Il y a des cellules du Mossad et de la CIA qui se font arrêter par dizaines de personnes tous les 2 ou 3 mois en Iran et qui sont exécutées. Et en général, les mêmes qui aujourd'hui nous disent l'Iran est infiltré et corrompu, les mêmes nous disent ah, vous êtes contre la liberté d'expression, c'est des prisonniers politiques, il faut que vous les fassiez sortir, etc. C'est-à-dire quand le pouvoir iranien arrête des agents du Mossad avec des procès, des preuves, etc., on est en train de falsifier l'affaire pour en faire des simples porte-parole de la liberté d'expression. Et au moment où il y a des véritables cas de traîtrise, etc., on va accuser qui? Les gens qui ont le plus soutenu la résistance des pays arabes ou des mouvements arabes comme le Hamas ou le Hezbollah dans la région. Donc on est sur quelque chose de complètement contradictoire. Ensuite, sur la thèse de l'État profond, encore une fois, là où ça ne tient pas, à mon avis, c'est sur les logiques globales, en fait. On voit bien que Sayed Hassan Nasrallah, pendant toute sa vie, par exemple, quand on nous dit le Hezbollah est en train de se défaire de l'influence iranienne, il a atteint un niveau d'indépendance, etc., c'est complètement faux. C'est balayé d'un revers de la main par les discours de Sayed Hassan Nasrallah et par les dirigeants du Hamas. Donc, en fait, on est dans un véritable problème aujourd'hui, et je reviens, en fait, hein, c'était le début de l'analyse de Youssef Indy, c'est qu'en fait, on a deux camps qui cherchent à décrédibiliser aujourd'hui la République islamique d'Iran. Le premier, c'est celui qui en profite directement, c'est ce que j'appellerais moi l'Occident sioniste. On ne parle pas des peuples, bien entendu, mais des pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir israélien, les pouvoirs de pays liés à l'OTAN, plus le lobby sioniste, qui est un peu un bras étranger du pouvoir profond israélien en Europe et aux États-Unis, qui, eux, ont intérêt parfois à délégitimer la crédibilité de la République islamique d'Iran. Ils ont tantôt besoin de la diaboliser, c'est-à-dire d'en exagérer la gravité pour aller essayer de mener des actions sur le plan économique, etc. Et parfois, ils ont besoin de la décrédibiliser, de la diminuer, tout simplement pour ne pas avoir à répondre. C'est arrivé plein de fois que le Hezbollah tue des soldats israéliens, qu'on ait les preuves, on ait les images, etc. Et ils essayent de mettre une censure militaire, comme ça a été tout le temps le cas là, sur les frappes iraniennes, pour dire finalement il ne s'est pas passé grand-chose. Du coup, on n'a pas besoin de répondre. Donc ça, c'est un premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est celle des hyperpuissances rivales, l'Arabie saoudite, parfois sur certains dossiers la Turquie, pour qui il est très dangereux en fait d'avoir une population qui est ultra majoritairement pro-palestinienne, mais ils entretiennent des relations très
très suspicieuse avec des États qui, eux, soutiennent l'antité-sioniste. Ils font un jeu d'équilibriste qui est très compliqué entre leurs relations extérieures et la population qu'ils ont à gérer. Et pour cela, ils ont besoin de décrédibiliser la résistance, parce que cette résistance représente une alternative et expose en vérité ce qu'est l'Arabie saoudite ou Erdogan. Je veux dire, Erdogan aujourd'hui aurait clairement la possibilité d'armer le Hamas s'il ne le fait pas. L'Arabie saoudite aurait clairement la possibilité de couper les exportations de pétrole, ils ne le font pas. Et plus que ça, ils essayent d'intercepter les missiles yéménites et de contourner l'embargo qui est mis en place par les Yéménites à destination des ports israéliens. Donc, en fait, la République islamique d'Iran représente aujourd'hui un modèle pour beaucoup de populations, j'ai envie de dire, du monde arabe et islamique. Et pour cela, il doit être décrédibilisé par d'autres hyperpuissances rivales. Et c'est ce qui explique qu'on ait ces campagnes d'intoxication et de guerre psychologique qui, de base, viennent, à mon avis, du Mossad, mais qui trouvent un grand écho au sein de certains pouvoirs. C'est la manière dont j'explique cela. Effendi, alors la même question, mais j'aimerais la prolonger en parlant de Ahmadinejad, qui récemment a été invité dans une université en Hongrie pour donner une conférence. D'ailleurs, la Hongrie, c'est quand même intéressant parce que c'est un pays qui devient peut-être malgré lui un acteur de ce conflit, puisque les pagers qui ont été utilisés par le Mossad pour commettre des attentats terroristes au Liban ont été équipés de charges explosives en Hongrie. Et puis là, il y a la Hongrie qui invite Ahmadinejad et qui dit des choses très intéressantes. Par exemple, qu'il avait monté une unité pour lutter contre le renseignement israélien et que par la suite, il a été découvert que celui qui dirigeait cette unité était lui-même un agent du Mossad. Alors, quel crédit peut-on accorder à ces paroles-là et à quoi joue Ahmadinejad? Parce que le timing de ce type de déclaration n'est pas anodin. Oui, alors bon, je vais commencer à répondre brièvement, mais c'est Aïssa qui pourra rentrer vraiment dans le détail. Je rappelle juste une chose, Mahmoud Ahmadinejad bénéficie d'une grande crédibilité à travers le monde, notamment ceux qui sont hostiles à l'entité sioniste, de par ses discours, notamment à l'Assemblée générale de l'ONU, ses postures, son amitié avec Hugo Chavez. Donc il bénéficie d'une aura et d'une crédibilité de par aussi son discours très radical et ces différentes confrontations, notamment avec des journalistes occidentaux, qui contraste avec ses positions récentes et à commencer par sa position, là je parle de position sur le plan de la politique internationale, sa position par rapport à l'Ukraine. On a été très surpris de voir Mahmoud Ahmadinejad soutenir l'Ukraine de Zelensky, apporter son soutien à Zelensky dans la guerre contre la Russie. Alors on se dit, pourquoi est-ce que Mahmoud Ahmadinejad prend le parti de l'OTAN, des États-Unis, de Zelensky le corrompu, contre la Russie qui se défend quand même qui défend sa population russophone russe du Donbass, qui se défend contre l'hégémonisme américain, ce même hégémonisme anti-iranien. C'est tout à fait surprenant. Et en fait, c'est Aïssa, principalement, c'est le seul qui m'a apporté des explications, parce qu'en fait, pour comprendre, il faut pénétrer dans le monde irano-iranien, et qui est un monde assez hermétique. Moi, j'ai déjà eu des discussions avec des Iraniens qui pointaient du doigt leur méfiance vis-à-vis d'Ahmadinejad, il y a déjà un certain nombre d'années, et je ne comprenais pas cette méfiance, compte tenu de ses deux mandats et de son bilan, etc., notamment de ses discours. Et moi, à l'époque, je me disais, c'est vraiment de la paranoïa. Et Raïssa, je te laisse la parole parce que ce que tu as à dire est important. Oui, alors je pense qu'il faut faire une sorte d'historique. Je ne vais pas revenir sur la grande période d'Ahmadinejad. Clairement, c'était le porte-parole de la résistance dans le monde, à l'ONU, etc. Youssef en a très bien parlé, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il faut comprendre que Ahmadinejad a été élu parce qu'il était le représentant d'un courant en Iran, celui des conservateurs. Il a bénéficié du soutien
du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui voyaient en lui une personnalité tout à fait louable, etc. Et donc, ils ont mis des moyens à sa disposition pour qu'il ait des tribunes, qu'il puisse convaincre les gens, etc. Et donc, il a très bien fait son travail. Et à un moment, il a eu un excès de... Disons qu'il considérait qu'il pouvait commencer à imposer ses choix et sans tenir compte des conseils qu'on lui donnait, etc. Et donc, la réaction des milieux qui l'avaient appuyé jusque-là, c'était de dire bah, écoute, c'est toi le président, donc c'est toi qui choisis. Dans le droit iranien, c'est comme ça que ça se passe. Et il a pu mettre en place des stratégies avec lesquelles, disons, ce que certains appellent le pouvoir profond, je ne sais pas, c'est des mots qui veulent. On n'arrive pas très bien à savoir de qui on parle. Certains parlent de pouvoir profond, c'est des pro-israéliens. Alors que moi, je pense que le pouvoir profond, c'est le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Mais disons que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran l'ont laissé terminer son mandat. Il y avait des grands désaccords. Ça n'a pas fait de scandale. Et ils l'ont laissé terminer. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est clairement que il a perdu énormément d'influence. Une fois qu'il avait fini son mandat, qu'il n'avait plus d'autorité, etc., il a commencé à devenir très critique vis-à-vis des gens qui l'avaient un petit peu laissé tomber. Alors, pour être simple par rapport à ça, ce que je voudrais expliquer, c'est que le cœur de la résistance, le cœur atomique de la résistance, en dehors de l'idéologie qui est tenue et des directives qui sont mises en avant par Saïd Ali Khamenei, qui est le guide suprême, à l'époque, le cœur atomique de la résistance, c'était Qassem Soleimani. Et à l'époque, il n'était pas très connu. C'est lui qui a monté tous les projets de résistance. Ahmadinejad était un haut-parleur, simplement. Et on a commencé à voir, et c'est là que certains ne comprennent pas ce qu'ils racontent dans les théories qu'ils mettent en avant. Ils mettent en avant que, par exemple, Qassem Soleimani aurait été tué parce que c'était le seul qui pouvait prendre la présidence. Qassem Soleimani a clairement dit qu'il ne voulait pas devenir président, il voulait rester au sein de la force Al-Quds. Donc déjà, c'est des théories qui n'existent, qui ne sont pas possibles, en fait. Et petit à petit, Ahmadinejad a été utilisé, en tout cas ses déclarations ont commencé à être utilisées. Il s'est dit victime d'une sorte de campagne répressive, notamment dans les gens qui relayent son discours en France. On nous dit que tout son entourage politique a été emprisonné et qu'ils sont encore détenus à l'heure où on parle, ce qui est totalement faux. En fait, il n'y a que 2 personnes qui ont été emprisonnées dans l'entourage de Ahmadinejad. Il s'agit d'Esfandiar Rahim Masha'i et de Hamid Baqai. Ces gens qui ont été emprisonnés en 2007 et à l'heure où on parle, ils sont libres. Ça veut dire les gens qui vous disent d'autres théories n'y connaissent rien sur le dossier iranien. Pourquoi, si vous permettez, pourquoi ils ont été emprisonnés? Ils ont été emprisonnés déjà parce qu'ils étaient. Il y en a un qui est accusé. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est des affaires internes et qui, à mon avis, ne nous intéressent pas beaucoup, mais il y en a un qui a été accusé d'avoir détourné des fonds destinés à des projets de politique extérieure. Il y a eu un jugement, etc. Maintenant, qu'il soit innocent ou coupable, moi je ne suis pas là pour en parler, je ne suis pas expert de ce dossier. Je vois simplement qu'on utilise en France ce dossier en disant tout son entourage a été emprisonné, ce qui est complètement faux. Il y a 2 personnes et ils ont bénéficié d'une grâce. Maintenant, ils sont libres. D'autres personnes de son entourage comme Morteza Tamaddon, Ahmad Ali Reza Beraï ou Abdel Reda Sheikh al-Islami, c'est des gens ils sont dans l'entourage d'Ahmadinejad. Jusqu'à présent, ils sont dans son bureau, entre guillemets. Ils militent avec lui. Ils n'ont jamais été emprisonnés. Et Ahmadinejad lui-même n'a jamais été emprisonné. Donc, il y a toute une parano par rapport à ça. Et en fait, malheureusement, ces déclarations sont souvent utilisées. Je ne pense même pas qu'il soit au cœur d'un grand complot Ahmadinejad, mais je pense qu'il n'est pas au niveau par rapport aux enjeux actuels et que ces déclarations sont utilisées contre la République islamique d'Iran. Je vais vous donner un exemple, mais par exemple, tu parlais de cette fameuse histoire en Hongrie où il parlait d'espions du Mossad qui auraient intégré le contre-espionnage iranien. En vérité, la plupart des médias qui ressortent cette affaire attribuent ces déclarations à une interview qu'il a donnée à CNN turc et ils disent que ça a eu lieu il y a quelques jours. Notamment, la personne qui a relayé ça dans l'espace francophone dit « Il a donné une interview à CNN il y a quelques jours, je le connais très bien, Ahmadinejad, c'est mon ami, et voilà ce qu'il a dit. » Il n'y a pas d'interview d'Ahmadinejad il y a quelques jours. Cette interview, elle date de 2021. Mais elle est ressortie par les réseaux saoudiens, etc. Et il lui donne du buzz à l'heure actuelle. Ça, c'est vrai.
Mais nous dire mon ami Ahmadinejad a tenu cette interview, non, si c'était ton ami et qui t'avait informé, tu saurais que c'était il y a 3 ans cette interview. Pareil sur d'après les connaissances que j'ai et les informations dont je dispose, le fait qu'Ahmadinejad ait tenu ce genre de propos en Hongrie, Ahmadinejad était en Hongrie au mois de mai, pas il y a 5 jours. Pas il y a 5 jours. Mais tout ce qu'il a pu tenir comme propos est ressorti maintenant par le dispositif propagandiste saoudien pour nuire à la République islamique d'Iran. Alors, En mais définitive, à quoi joue l'Arabie Saoudite rapidement il nous reste à peu près 10-15 minutes. Alors, l'Arabie Saoudite a rétabli ses relations diplomatiques avec l'Iran sous l'égide de la Chine. Et l'a intégré les BRICS avec l'Iran. Donc, ils font partie globalement d'un même bloc de dialogue et de coordination. Mais pourtant, d'après ce que vous dites tous les deux, il y a encore plein de rivalités, de tensions, de coups bas venant de l'Arabie Saoudite contre l'Iran. Alors, comment oui, comprendre oui, mais je pense que là, je te retournerai le bénéfice de nous avoir éclairé sur ce sujet. Mais dans une de tes interventions, tu expliquais très bien qu'il ne fallait pas confondre une alliance de type économique qu'est les BRICS avec des alliances de type militaire comme l'OTAN. Il n'y a pas de solidarité militaire entre les différents acteurs du BRICS comme il peut y en avoir au sein de l'OTAN. Donc, ça, c'est le fruit de ton travail, et je t'en laisse le bénéfice. Mais en tout cas, c'est ce qui explique cela déjà. Il y a des oppositions sur le plan des intérêts militaires dans la région, des contradictions, etc. Ensuite, je pense que l'Arabie Saoudite ne suit même pas ses intérêts, et ça, c'est le travail de Youssef qui le démontre. L'Arabie Saoudite ne suit pas ses intérêts bien compris. C'est un pays vassal des États-Unis, dont l'économie dépend énormément de son tuteur, mais aussi et surtout sa protection. C'est-à-dire le maintien du régime saoudien dépend de la présence militaire américaine dans la région. Et donc, ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui décide si elle doit mener des invectives ou des propagandes contre l'Iran ou pas. En définitive, c'est des fatwas qui se décident à Washington. Maintenant, sur le plan un tout petit peu plus concret, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'il y avait une volonté de la part du Royaume d'Arabie Saoudite de créer une vague de terreur au sein de l'environnement du Hezbollah. Donc, je ne parle pas des Moujahidines ici, mais je parle des populations réfugiées, etc., qui sont dans la banlieue sud de Beyrouth. Il y avait une volonté de les terroriser en disant « ça y est, l'Iran nous a lâchés, Hezbollah est tout seul. Il faut qu'on commence à mener des invectives contre l'Iran et, entre guillemets, qu'on donne envie au leadership iranien de leur dire bah, écoutez, si nous, on vous a soutenu pendant des années, on vous a envoyé des milliards de dollars, des armes, et maintenant, la seule chose que l'on reçoit en retour du peuple libanais, c'est des insultes et des accusations de trahison, bah, vous allez vous débrouiller tout seul à partir de maintenant. » Et le véritable objectif, c'est de disloquer l'axe de la résistance à l'instant où on parle. C'est de terroriser aussi des chefs, on va dire, de moyen ou de haut rang du Hezbollah en donnant leur nom sur ces chaînes télé en disant « vous êtes finis. L'Iran vous a donné, regardez, on vous a dit que Saïd Hassan Nasrallah allait se faire tuer. Il a donné le nom, ce cher chiite là dont on parle sur la chaîne Al-Arabiya, a donné des noms de hauts responsables du Hezbollah qui se sont fait tuer les jours suivants. Et maintenant, il dit, regardez, moi, ce que je donne, c'est des prophéties. Vous allez finir par vous faire tuer. L'Iran vous a vendu. » Et tout ça, c'est à dessein de disloquer le camp de l'axe de la résistance et de faire croire que l'Iran ne se portera pas au secours du Hezbollah ou du Hamas et va arrêter son soutien militaire à partir de maintenant. Donc la meilleure option pour eux, selon les Saoudiens et selon ce cher chiite, c'est de se soumettre à l'instant T. En vérité, et c'est là l'intérêt de cette émission et du sujet global, c'est que la frappe iranienne qui a eu lieu quelques jours après ça, de par sa grandeur, de par sa puissance, de par sa violence, même si elle ne veut pas dire qu'on est rentré dans une guerre globale, vient remettre les points sur les i. Elle vient dire aujourd'hui, l'Iran ne vous a pas abandonné. On est toujours prêt à défendre cet axe de la résistance, à envoyer des armes, et notre position reste ferme par rapport à ça. Et je peux vous dire que sur le terrain, c'est-à-dire à travers mes contacts, j'ai été extrêmement surpris dans certains milieux qu'effectivement, il y avait une sorte de déception. Est-ce qu'on est tout seul dans cette guerre, etc. À partir du moment où l'Iran a frappé, le moral des troupes est remonté comme jamais. Quand je dis les troupes, c'est surtout l'environnement. Les civils qui sont réfugiés autour, etc. Le moral est au plus haut après les frappes iraniennes contre l'entité sioniste. Fendi, rapidement, donc tu veux réagir, mais j'ai une question pour toi par rapport à l'Arabie Saoudite. Alors, ce que dit Aïssa a été vrai pendant longtemps, c'est-à-dire un pays vassal sous tutelle américaine. Mais est-ce qu'avec Mohammed Ben Salman et notamment l'affaire Khashoggi, n'a-t-on pas vu un ensemble d'événements
qui tendent à démontrer que Mohammed Ben Salman cherche graduellement à s'extraire de la tutelle américaine, notamment le refus d'accroître la quantité de pétrole produit pour faire baisser le prix pour étouffer la Russie, le rapprochement, enfin l'intégration des BRICS, les relations avec l'Iran. Donc est-ce que ça commence à changer en Arabie Saoudite? Oui, alors en fait, l'Arabie Saoudite en fait a commencé à réagir à l'attitude américaine qui a évolué dans la région. En fait, disons que l'Arabie Saoudite et Israël sont un peu sur le même bateau. On a vu les Américains commencer à se retirer de la région. En 2021, ils ont retiré toutes leurs troupes d'Afghanistan. Durant le mandat de Trump, ils ont commencé à retirer une partie de leurs troupes de Syrie et d'Irak. En 2021, ils ont retiré des missiles patriotes et un porte-avions d'Arabie Saoudite et des troupes aussi, parce que l'hégémon américain commençait à concentrer ses forces, augmenter la concentration de ses forces en Europe de l'Est pour préparer la guerre en Ukraine. Là, je parle de 2021, donc tout ça, en plus, je l'observais à l'époque, je voyais les mouvements. 2021, donc avant le début de la guerre en Ukraine, et ils ont augmenté leur présence militaire en Asie du Sud-Est pour contenir la Chine. Et l'Arabie Saoudite l'a constaté, et cela est arrivé après la défaite des groupes terroristes qu'ils ont financés en Syrie, en Irak, puisque Daesh était à cheval sur les deux. Et en fait, il a commencé à avoir des rencontres secrètes en Irak, je crois, autour de 2020, entre 2019 et 2021, entre des émissaires saoudiens et irakiens pour commencer à négocier. Parce qu'en fait, la guerre est aussi un moyen de négociation. En fait, la victoire iranienne, qui n'est pas seulement la victoire iranienne dans la région, offre un levier de négociation, puisque l'Iran, en tant que puissance rationnelle, n'est pas dans une guerre. Le but de l'Iran, c'est pas d'annihiler l'Arabie Saoudite. Ils sont pas dans une guerre totale. Donc l'Arabie Saoudite s'est retrouvée dans une position de faiblesse, tout comme le Qatar, qui a été obligé de se rapprocher de l'Iran à partir de 2017. Donc l'Arabie Saoudite joue sa survie. Et les Iraniens comme les Russes ont offert une porte de sortie à l'Arabie Saoudite. On a vu la coordination entre la Russie et l'Arabie Saoudite sur les prix du pétrole. Ils les augmentaient quand les Américains voulaient qu'ils baissent, et ils les baissaient quand les Américains voulaient qu'ils les augmentent. Et puis, ils ont commencé des échanges de vente de pétrole en yuan à la Chine. Donc, ce qu'essaye de faire rationnellement l'Arabie Saoudite, c'est de sauver sa peau, sans se mettre totalement à dos les États-Unis, parce que de toute façon, depuis le pacte de Quincy, l'Arabie Saoudite est dans la main des États-Unis, même s'ils sont retirés en partie, ils sont toujours présents. Et aussi à rééquilibrer, à revoir ses relations, parce qu'il y a un contentieux aussi avec la Russie. Et on voit bien que la Russie, malgré ce vieux contentieux là, de la guerre en Tchétchénie, à laquelle a participé indirectement l'Arabie Saoudite, n'oublie pas cela, mais agit dans les intérêts de l'État russe. Donc en fait, il y a un rééquilibrage des relations, mais ça reste dans le domaine économique, pas dans le domaine militaire. Donc il peut toujours y avoir des oppositions sur le plan militaire, mais des accords économiques. On l'a vu notamment entre la Russie et la Turquie, des oppositions militaires en Syrie, mais des accords économiques. Donc effectivement, comme tu l'as déjà dit, comme l'a rappelé Aïssa, il faut savoir faire la part des choses et analyser de façon très froide l'évolution des rapports de force. Et l'évolution des rapports de force va plutôt dans le sens de l'Iran en ce moment. Donc, encore une fois, pour répondre à la propagande, l'Iran n'a aucun intérêt à lâcher une partie de son axe stratégique qui lui a permis de marquer des points, y compris sur le plan géostratégique global et économique. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal et mieux que rien de la part de l'Arabie Saoudite d'opérer ce type de tentative. Mais C'est ce pour qui trouver rend ça pour. le... Si je peux Ouais, me mais permettre, alors rapidement, et je ouais. vous cède la parole. D'ailleurs, il y aura une dernière question pour vous Je deux. vais devoir vous quitter Ce dans 2 qui, minutes. alors 2 minutes rapidement. Ce qui rend cette sortie de la tutelle américaine de l'Arabie Saoudite très fragile, c'est que selon moi, elle est étroitement liée à la personne même de Mohammed bin Salman, qui peut-être cherche davantage à sauver sa peau plus que l'Arabie Saoudite, et que pour des raisons de personnalité qui lui sont propres, c'est quelqu'un qui veut réellement régner de manière
entre guillemets, tyrannique. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va être un roi fantoche au service des Américains, comme ceux qui l'ont précédé. Bon, après, l'histoire nous dira si c'est vrai ou pas. Alors, avant de donner la parole à Essa pour qu'il réagisse, une dernière question. Si on met de côté nos engagements, enfin les engagements des uns et des autres, nos émotions et nos attachements, et qu'on analyse la situation de manière froide, peut-on dire que l'Iran, en tant que puissance, comme n'importe quelle autre puissance, cherche à déployer un agenda géopolitique au profit de ses intérêts nationaux, ce qui est légitime pour n'importe quel État, et qu'elle cherche à habiller cet agenda géopolitique avec une rhétorique religieuse révolutionnaire, de même que d'autres le font avec les droits de l'homme, ou avec l'idéologie du monde russe, ou avec n'importe quel autre prétexte, et que de ce point de vue, les États arabes de la région ont raison de se méfier de l'Iran, pas en tant que puissance chiite, religieuse, etc., mais en tant que puissance qui a des intérêts et qui se donne les moyens de les réaliser. Et que c'est pas pour les beaux yeux des Palestiniens ou des Libanais que l'Iran fait ce qu'elle fait, mais qu'elle le fait pour défendre ses intérêts nationaux en cherchant à développer une zone d'influence comme n'importe quelle puissance ferait à sa place. Oui, Alors alors si, comme Youssef va partir, voilà, je laisse ouais, commencer. si on prend simplement les choses sur le plan rationnel, on voit qu'il y a des puissances régionales, la Turquie en fait partie, l'Arabie Saoudite en fait partie, l'Iran en fait partie, qui ont un agenda et qui sont dans une logique, ce qui est normal, une logique de puissance. Quand vous êtes une puissance industrielle, économique, avec une masse démographique importante, parce que la population turque et iranienne se valent, l'Arabie Saoudite, c'est encore autre chose, on entre dans un rapport de force et la dimension religieuse peut être mise de côté, parce que oui, il y a le chiisme d'un côté, il y a le wahhabisme du côté saoudien, quoique les Saoudiens commencent à en rabattre un peu sur le wahhabisme, et la question est de savoir pour chacun des acteurs comment avancer ces pions, et à ce moment-là, on entre dans un rapport de force, et ce rapport de force conduit à des négociations rationnelles, d'où les négociations secrètes, puis ensuite la normalisation, entre guillemets, des relations qui restent économiques sous le patronage chinois. Donc oui, on peut mettre de côté les questions religieuses et voir sur le plan rationnel quels sont les intérêts de l'Iran et des autres puissances, et qui devraient arriver à une négociation. Et c'est vrai que la guerre fait partie, malheureusement, des négociations, mais il n'y a pas de mal à ça. Mais ça n'empêche pas que il peut y avoir une géopolitique, une politique extérieure qui est basée sur des valeurs, une vision du monde, et la résistance, le soutien apporté à la résistance et à l'occupation, je veux dire, peut avoir deux versants. Elle a un versant stratégique, mais elle peut aussi avoir un versant religieux, moral, et on peut se dire, oui, les dirigeants de tel ou tel pays agissent selon une certaine morale. Moi, ce que je remarque simplement, c'est que la Turquie, durant la guerre en Syrie, et l'Arabie Saoudite ont contribué à détruire la région. Le Hezbollah d'un côté et l'Iran de l'autre, sans même parler de la Syrie qui elle, joue sa survie et la stabilité de son État, ont contribué à stabiliser la région en détruisant des agents destructeurs que sont les groupes terroristes. Donc là, quand même, il y a une différence majeure. Après, il y a un autre volet, malheureusement, on n'a pas le temps, c'est que certains pourront rétorquer le fait que le Hezbollah et l'Iran ont également massacré des populations sunnites en Syrie. Enfin, on retrouve toujours la même propagande saoudienne, américano-israélienne. Je vais vous laisser, mais je vous laisse continuer la Ça discussion. marche. Merci infiniment, Voilà. Youssef Indy, et Barakallahu à fikoum. très bientôt. À bientôt. Alors, Aïssa, la même question. Donc, l'Iran est-elle une puissance comme une autre qui cherche à déployer son agenda et vis-à-vis de laquelle il faut développer une méfiance, comme vis-à-vis de la Turquie, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des États-Unis et d'autres? Bah oui, déjà, l'Iran est une puissance, c'est une évidence. Et comme toute hyperpuissance, elle a un agenda régional, une politique extérieure, et surtout, ce qui la différencie d'un petit pays, c'est qu'elle a les moyens de ses ambitions. Donc effectivement, tout ça, on peut le valider, mais c'est pas ça qui pose problème, en vérité, de mon point de vue, puisque je partirais peut-être dans un versant un peu philosophique, mais moi, je ne crois pas que les hyperpuissances ou les États aient des intérêts qui soient contradictoires. Je crois qu'ils ont des objectifs qui sont contradictoires, dans le sens que les intérêts bien compris, c'est la paix. Quand il y a la paix, il y a de l'économie,
il y a une augmentation du niveau de vie, il y a de la sécurité, etc. Quand on a des objectifs qui sont démesurés et donc on a une mauvaise perception de ces intérêts, des intérêts mal compris, on peut aller jusqu'à des actions qui vont amener le contraire de ce que l'on souhaitait. Les projets, tu parlais turcs ou saoudiens en Syrie, ils ont amené à une défaite de l'hyperpuissance turque et saoudienne, et ils ont amené à la destruction de la Syrie. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, les intérêts des hyperpuissances ou des États sont toujours de viser une bonne répartition des richesses, un équilibre, une tolérance, etc. Et ça, c'est les intérêts bien compris. Maintenant, la question, c'est de savoir si l'Iran, dans son agenda et sa politique extérieure, vise des intérêts qui sont communs à tous, c'est-à-dire qui sont pour le bien commun de toutes les hyperpuissances et des peuples de la région, ou est-ce qu'elle a des objectifs qui ne servent que ses intérêts à elle et qui desservent ceux des autres? Moi, je pense que l'Iran, la République, encore une fois, on ne parle pas de quelques traîtres, un parti politique, moi je parle du courant majoritaire et du pouvoir qui a la possibilité de trancher en Iran, a prouvé dans ses 45 ans d'existence quelle est l'hyperpuissance régionale qui se préoccupe le plus de populations qui ne sont pas de sa propre confession à elle. Elle arme le Hamas, elle arme le djihad islamique, qui sont des mouvements sunnites, islamiques, musulmans sunnites. Elle soutient l'Arménie qui est chrétienne, donc elle n'est pas du tout dans une logique qui est confessionnelle. Et elle soutient, et tu demandais, est-ce que les autres puissances ont une inquiétude à avoir? Ben, ça dépend de leur position. Si leur position, c'est de servir l'agenda américain dans la région, oui, ça amène fatalement à des conflits d'intérêts avec l'Iran, dont la position est de défendre la souveraineté des peuples de la région, et non pas de puissance corrompue à la solde des Américains. Donc, non, mais certains diront qu'il lui a procuré ce type de mandat. C'est pas l'ONU qui l'a mandaté pour défendre tous les opprimés de la terre, ou en tout cas de la région. Elle s'est autoproclamée championne de ces peuples-là et par conséquent, elle va s'opposer à tous les pays qui n'entrent pas dans cet agenda-là. Déjà, je ne crois pas que l'Iran soit proclamée, soit autoproclamée championne de la souveraineté des peuples dans la région. Je crois qu'elle fait preuve, que le pouvoir fait preuve d'énormément de discrétion vis-à-vis de ce soutien. Et c'est ça d'ailleurs qui fait perdurer ces relations. Parce que vous savez, quand on a des mouvements comme le Hamas, Ansarullah, Hezbollah, ce n'est pas des enfants de cœur. Je ne dis pas que c'est des gens qui n'ont pas de morale, mais ce n'est pas des gens qu'on peut écraser comme ça en claquant du doigt. Je crois que justement, c'est parce que l'Iran est assez effacée, qu'elle est là quand on a besoin d'elle et qu'elle ne demande pas des choses en contrepartie qui soient inatteignables, que les relations durent depuis 40-45 ans et que ce projet est viable et qu'il a réussi à faire tomber les objectifs des Américains militaires dans la région. Je crois que justement, c'est la discrétion qui caractérise les Iraniens sur ce plan-là. Mais peu importe, là, on n'est pas sur des questions essentielles. Mais par contre, à mon avis, ce qui est beaucoup plus important dans ta question, c'est l'aspect du droit international, de l'ONU. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a souvent une vision du droit international, une double vision du droit international dans lesquelles je ne me retrouve pas. Il y a certains qui disent le droit international, c'est ce qui permet d'aller bombarder l'Irak et la Libye, et donc on s'y oppose. Il faut entraver le droit, il faut transgresser le droit international pour pouvoir acquérir sa souveraineté. Et on a d'autres qui disent non, le droit international, c'est la sacro-sainte révélation, et il ne peut pas y avoir de projet éthique si on ne respecte pas le droit international. Et moi, je crois qu'il y a peut-être une mauvaise compréhension, c'est que le droit international comporte deux dimensions. Il y a une dimension théorique qui, on le voit, est plutôt favorable dans le conflit actuel au peuple palestinien, parce que le peuple palestinien aurait le droit à l'autodétermination, aurait le droit d'avoir un État qui le représente, et cet État aurait le droit de protéger sa souveraineté territoriale et la sécurité de son peuple. Donc le droit international, de ce point de vue-là, est bien en faveur de la Palestine. Mais il y a aussi dans le droit international une dimension, j'ai envie de dire, de veto, pour faire simple, et c'est-à-dire de mainmise sur l'autorité et la capacité de trancher par les hyperpuissances, qui est inscrite dans le droit international. C'est quand le veto américain tombe et qui permet à Israël de sortir de toutes les critiques dont il est l'objet de la part de l'ONU, c'est pas une entrave et c'est pas une transgression du droit international. Ce droit de veto existe, c'est légal. Et pourtant, on arrive à des conclusions diamétralement opposées selon qu'on regarde ce que font les hyperpuissances au sein du Conseil de sécurité et ce qui devrait être normalement appliqué si on regarde les textes
tels qu'ils ont été écrits dans les années 40. Donc, moi, je pense que face à cette dichotomie et ces contradictions internes, le droit international, en vérité, ne permet pas aujourd'hui à un peuple d'acquérir soit sa souveraineté, soit de juger de la légitimité éthique d'un projet extérieur, qu'il soit états-unien, iranien, turc ou saoudien. Aujourd'hui, pour moi, ce qui permet clairement de définir où est-ce qu'on trace des frontières, on le voit en Ukraine, c'est le rapport de force, c'est tout. Maintenant, est-ce que cette force est utilisée dans un sens qui est éthiquement acceptable? Moi, il me semble que sur l'essentiel des dossiers que l'Iran a entrepris dans la région, puisqu'on parlait de son agenda extérieur, il me semble que l'Iran a été, au moins dans la majorité des cas, dans le camp de la souveraineté des peuples. C'est le mot qui est, à mon avis, le plus important dans l'agenda extérieur iranien, la souveraineté des peuples dans la région et je pense avec le principe de légitime défense, du droit à la légitime défense. Sur le cas de la Palestine, c'est très clair. C'est le Hamas qui a été élu par les Palestiniens. C'est pas Mahmoud Abbas. Voilà. Sur le dossier irakien, on est face à un peuple qui a été attaqué, qui avait le droit à la légitime défense. Par rapport à la Syrie, l'Iran a soutenu le volet démocratique pour départager les divergences. C'est l'opposition syrienne qui a refusé et l'Iran s'est porté au secours d'une population qui était quand même qui se faisait couper la tête par des gangs terroristes. Et puis je rappelle que même au niveau du droit international, l'intervention de l'Iran et de la Russie s'est faite à la demande de l'État syrien. Donc ce n'est aucunement une violation de la souveraineté de la Syrie, contrairement à la présence américaine au nord. Tout à fait, c'est très important de le rappeler. Donc moi, je pense que de toute façon, il est très facile de pouvoir qualifier tel ou tel État entre guillemets, de transgresseur du droit international, dans la mesure où, de toute façon, on voit bien qu'Israël est condamné pour ces transgressions par l'Assemblée générale, mais pas par le Conseil de sécurité, que l'Assemblée générale n'a pas de pouvoir coercitif, donc ça ne vaut rien finalement sur le terrain. Mais pour répondre de manière très synthétique à la question, je pense que oui, l'Iran est une hyperpuissance, oui, elle a un agenda extérieur, oui, elle a les moyens, elle a les capacités de projection de ses idéologies à l'extérieur, mais elle fait preuve d'une retenue, d'une modération, je pense, qui est assez exemplaire, et surtout, elle travaille pour l'intérêt des peuples de la région et pas. Et bien sûr, ça va en contradiction avec certains régimes corrompus qui, eux, travaillent dans leur agenda extérieur pour les intérêts de l'hyperpuissance américaine. Donc oui, effectivement, ça crée des grosses confrontations sur ce terrain qui est le Moyen-Orient. On est tout à fait d'accord sur la question du droit international. D'ailleurs, j'invite les gens à voir la vidéo que j'avais réalisée sur le réalisme périphérique de Carlos Escudé, qu'il explique à sa manière, de manière extrêmement intéressante. Et j'invite également les gens à s'abonner au canal Telegram Axe de la Résistance et d'écouter notre ami Aïssa sur ERFM, qui réalise d'excellentes émissions, que je suis régulièrement. Et n'oubliez pas de vous abonner au DCTV, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que plus de la moitié des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors, ça ne vous coûte rien de faire un petit clic, mais ça permet de contourner un peu le shadow ban dont est régulièrement, alors pas tout le temps, mais régulièrement victime au DCTV. Et pareil pour le canal Telegram Axe de la Résistance. Si jamais il est striké, faites l'effort de le rechercher à nouveau, parce qu'il va être systématiquement recréé après. C'est une lutte permanente et on a besoin de l'aide de tout le monde. Alors, c'est même pas une aide financière, mais c'est au moins une aide en termes d'abonnement. Alors, Aïssa, tu voulais parler également d'une collecte d'aide humanitaire pour le Liban, qui subit actuellement les foudres de la tyrannie sioniste. Oui, tout à fait. Alors, comme vous êtes au courant mieux que quiconque, le Liban subit actuellement une très très grande agression. On a des populations qui ont dû quitter le sud du pays, qui ont trouvé refuge d'abord dans la banlieue sud et qui sont actuellement sous les bombardements. C'est une situation très 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 compliquée. Des gens n'ont plus de revenus, ils ont besoin d'être nourris, d'être logés, etc. Du coup, nous ne sommes pas du tout dans le domaine humanitaire ou quoi, mais on a décidé de promouvoir une collecte qui est à destination des populations civiles au Liban, qui vise à apporter de la nourriture, des médicaments. On a des gens qui ont des traitements lourds dont ils ne peuvent plus disposer, qui risquent de mourir en fait dans cette situation. Donc, pour fournir des médicaments, de la nourriture, parfois des hébergements,
à destination des populations civiles libanaises. Donc vous pourrez retrouver le lien de cette cagnotte que l'on promeut sur le canal Telegram Axe de la Résistance. Je vais le mettre également en descriptif de la vidéo. Donc, solidarité totale avec nos frères et sœurs libanais et libanaises, mais également n'oublions pas nos frères palestiniens qui continuent aujourd'hui de mourir dans le silence, parce que la stratégie de communication israélienne est toujours de déplacer le champ cognitif à chaque fois vers un nouveau champ. Donc aujourd'hui, quasiment plus personne ne parle de Gaza, tout le monde parle du Liban. Demain, il y aura une attaque sur la Syrie, on oubliera le Liban à son tour. En fait, c'est une guerre totale qui est déclarée au peuple dans la région. Il faut être solidaire avec les Libanais, avec les Palestiniens, et espérons ne pas avoir à être solidaire demain avec les Syriens. Autrement dit, espérons qu'il n'y aura pas d'attaque contre la Syrie, même si malheureusement tout semble indiquer le contraire. Alors, Aïssa, un dernier mot avant de nous quitter. Oui, j'aimerais terminer sur la nécessité aujourd'hui déjà de te remercier pour ton invitation, parce que ça C'est moi qui te remercie. participe clairement à faire monter le niveau de conscience. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas impliqués, nous, en tant que Français, dans une guerre directement. Il ne nous est pas demandé de porter les armes dans les rues de Paris, etc. Mais ce qui nous est demandé, c'est de mener des actions qui peuvent avoir un impact sur le terrain, comme boycotter les produits israéliens ou qui soutiennent l'occupation israélienne. Il faut également ne pas sous-estimer le poids populaire, les manifestations en soutien à la Palestine, et ne pas tomber dans des pièges de propagande qui sont en définitive gérés par les unités du Mossad, relayés par l'Arabie saoudite, et qui visent à disloquer tous les soutiens de la lutte de libération de la Palestine, du Liban, etc., en nous divisant tous entre nous. Non, nous avons besoin d'unité dans cette bataille, que ce soit sur le terrain militaire, sur le plan idéologique et celui de la réinformation comme ici, et aussi d'une cohérence dans nos actions à travers à travers les capacités dont on dispose. Encore une fois, manifestation, boycott, etc. Et pour donner une conclusion très, très, très synthétique en quelques mots, je voudrais que les gens comprennent que la campagne qui a lieu aujourd'hui de diabolisation contre l'Iran vise à disloquer l'axe de la résistance. Et vous devez comprendre, vous devez avoir l'intelligence, les analystes, les écrivains, ceux qui écrivent des commentaires et vous qui parlez au sein de votre famille, vous devez comprendre que lorsque vous allez diaboliser le pouvoir de la République islamique d'Iran qui offre des armes à la résistance palestinienne ou libanaise, quand vous aurez diabolisé qu'il y aura une dislocation de ce front, il n'y aura pas d'alternative à l'instant T. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas 3, 4, 5 fournisseurs d'armement pour le Hezbollah ou pour le Hamas. Vous êtes en train de taper sur l'unique fournisseur, l'unique sponsor et parrain de cette résistance. Donc je vous en conjure, comprenez qu'il s'agit là d'une manipulation, n'y prenez pas part, ne la nourrissez pas. Et au contraire, on attend que vous soyez des soutiens pour cette cause-là. Et encore une fois, merci pour l'invitation. Et ça, merci infiniment pour ces belles paroles et pour cette mise en garde, effectivement, qui est extrêmement importante, parce qu'on est l'objet et victime d'une guerre informationnelle menée par des gens qui maîtrisent, qui ont érigé cet art de la guerre informationnelle en art, littéralement, avec toute une ingénierie sociale, une guerre cognitive, de la psychosociologie, et qu'il est temps de notre côté de nous organiser, de nous structurer pour mener une contre-offensive informationnelle avec le peu de moyens que l'on a. Et si avec ce peu de moyens on arrive déjà à déranger, c'est qu'on est sur le droit chemin. Merci infiniment à Essa et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.